Merci. Merci de regagner vos places, de gagner vos places. Non, c'est pas bien que ça soit toi. À chaque fois, je demande que ça soit derrière, moi. Bon, ferme-le, ferme-le. Hein. Tu vas pas t'amuser avec ça. Débranche-le, débranche-le. Madame Sceaux. Présente. Monsieur Bachelet. Présent. Madame Gasmi a donné un pouvoir à Madame Sceaux. Monsieur Charrer. Présent. Madame Moumni a donné un pouvoir à Monsieur Kanté. Monsieur... Si, je l'ai vu, Suleiman. Ouais. Monsieur Bossier. Présent. Madame Tricard. Madame Mestre. Monsieur Agoumala a donné un pouvoir à Madame Sceaux. Madame Arnoux. Monsieur Narbonnet. Il est là. Madame Nicolas. Monsieur Dulac. Madame Barthélémy Ruiz a donné un pouvoir à Monsieur Bellet, elle arrivera un petit peu plus tard. Monsieur Benbraham. Madame Choquet, c'est pareil, elle arrivera un petit peu après. Monsieur Bécouche. Madame Atougui. Monsieur Michalet. Monsieur Thomas. Madame Linguanoto. Madame Pacari a donné pouvoir à Madame Arnoux. Monsieur Moélébi. Monsieur Jean Godou. Madame Auchet. Monsieur Faubeau. Madame Aladreau. Madame Achik. Monsieur Kelika a donné pouvoir à Madame Mestre. Monsieur Bellet. Madame Silla. Madame Narampitage. Madame Ma. Monsieur Comté. Monsieur Gros a donné pouvoir à Monsieur Dulac. Monsieur Stéphane. Monsieur Kanté. Madame Mesbahi a donné pouvoir à Monsieur Bossier. Madame Saint-Jacques. Monsieur Demarque. Monsieur Pic. Monsieur Môme. Monsieur Emonet a donné pouvoir à Madame Legmara. Madame Legmara. Monsieur Guducelli. Monsieur Perrotel. Madame Delattre. Madame Taton a donné pouvoir à Monsieur Perrotel. Monsieur Moucarzel. Monsieur Don. Madame Habitapelette. Et Monsieur Butet. Merci, le quorum est atteint. Je déclare la séance ouverte. Je désigne Monsieur Bellet comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte-rendu de la séance précédente? Non. Je vous propose de l'approuver. S'il vous plaît, pour le public, c'est une séance du conseil municipal. Vous assistez normalement à cette séance du conseil municipal et les personnes, monsieur qui tapait dans les mains devant, si vous continuez, je vous le fais sortir de la salle. C'est une séance du conseil municipal. Et donc, vous devez laisser le conseil se dérouler normalement. Nous aborderons les points qui vous concernent, pour lesquels vous êtes venus en nombre, tout à l'heure. Merci de respecter le conseil municipal.
Pour information, le compte-rendu de la commission unique a été déposé sur la table des élus et le point 21 relatif à l'enfouissement des réseaux du rue Estienne d'Orve est retiré de l'ordre du jour, ça a été dit en commission l'autre soir, et sera présenté à un conseil ultérieur. Nous allons commencer par donner la parole à Madame Aladreau pour les comptes de gestion et les comptes administratifs. S'il vous plaît, dans la salle. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que si on ne peut pas dérouler le conseil municipal, on va suspendre la séance, et puis le conseil va durer jusque tard, mais voilà. Donc le mieux, c'est qu'on puisse dérouler le conseil municipal. Merci à vous. L'ordre du jour, c'est le compte de gestion, et je donne la parole à Madame Aladreau. Ben oui, c'est pas l'ordre du jour, effectivement, mais il sera évoqué, la patinoire. La patinoire sera évoquée dans le cadre du débat sur les comptes de gestion et le compte administratif, même s'il n'est pas à l'ordre du jour formellement de ce conseil. Bien, je suspends la séance du conseil municipal. Et donc, Madame Aladreau, nous allons évoquer les comptes de gestion et le compte administratif et les comptes administratifs, dont celui du parc La Gravère. Allez-y, Madame Aladreau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La salle n'a pas la parole, ce sont les conseillers municipaux qui ont la parole. Non, 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 c'est comme ça.
et donc vous laissez s'exprimer les conseillers municipaux et vous aurez après des réponses. Mais vous avez peut-être un problème avec la démocratie et donc voilà. Ah oui. Merci de votre réaction, ça veut dire que vous n'en avez pas. Vous laissez maintenant la parole à Madame Aladreau, s'il vous plaît, sur les comptes de gestion. Moi, je vous rappelle que ce n'est pas vous qui décidez de l'ordre du jour et de la procédure du conseil municipal. Et donc, la parole est à Madame Aladreau. Vous savez, moi j'ai toute la nuit devant moi. Hein. Et vous aussi. Alors c'est bon. Excusez-moi. 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 Il me semble que ce soir, vous êtes venu pour avoir des réponses. Pour qu'on puisse vous donner ces réponses, il faut juste nous laisser parler. Est-ce que vous pouvez nous laisser parler et vous aurez les réponses que vous attendez? C'est comme ça que se déroule un conseil municipal. Et l'ensemble des élus présents ici le savent très bien. Donc nous n'allons pas faire un dialogue avec vous. Nous allons dérouler le conseil municipal et vous apporter les réponses que vous attendez. Merci. Non, 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 c'est pas parce qu'on va donner une ça réponse. se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on va donner. Ça se passe pas comme ça, se passe monsieur. Pas comme ça. Mais non, monsieur. Mais non, monsieur. Oui, monsieur. Mais monsieur, mais on va y venir tout à l'heure. Mais on va y venir tout à l'heure, monsieur. Mais il y a une question de courage. Il y a une question de courage politique et on va y revenir tout à l'heure. Et vous allez voir, vous allez entendre un petit peu ce qu'on a à vous dire. Est-ce que vous avez refusé, certains d'entre vous, puisqu'on vous avait proposé un rendez-vous que vous avez refusé? Monsieur, vous n'avez pas le monopole de la parole, comme l'avait dit l'autre. Alors arrêtez. Madame Aladreau, allez-y. Vas-y, Cécilia. Bon, je resuspends la séance du Conseil.
Est-ce qu'on peut commencer le conseil municipal? Ouais. Non. Cécilia, s'il te plaît. On essaye. Tu parles fort dans le micro. Ouais. Non, non, non. Je demande alors au président de groupe de venir, s'il vous plaît.
Excusez-moi, monsieur le maire, c'est pas possible de demander un rendez-vous, de faire une suspension de séance un quart d'heure et de les prendre dans votre bureau pour leur parler. C'est pas possible, monsieur le maire? Vraiment pas? C'est vraiment pas possible, monsieur le maire, un quart d'heure avec quelqu'un de la délégation pour pouvoir discuter avec eux tranquillement? Monsieur Butet, nous avons téléphoné pour proposer un rendez-vous avec une délégation et ça a été refusé. Moi, Après, si une délégation se constitue maintenant, nous sommes prêts à recevoir cette délégation, sans problème. Oui, enfin, ça va. Enfin, franchement, nous aussi, on peut chanter, hein, vous savez. Et vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous, on était très patients. C'est un peu facile de contester le non-dialogue et de le refuser soi-même. Je trouve qu'effectivement, il vous a été proposé. Non, mais ils arrivent. Il vous a été proposé quand même d'être reçu par le maire et vous avez refusé. Donc, à un moment où vous voulez discuter, et on peut le faire, où vous ne voulez pas discuter, effectivement, vous laissez le conseil municipal se dérouler.
Bien. Alors, nous allons, avant de rouvrir, s'il vous plaît, avant de rouvrir la séance, nous avons donc reçu une petite délégation des manifestants en faveur de la patinoire et nous avons échangé. On s'est dit nos incompréhensions réciproques, parce qu'il y en a dans les deux sens, hein, des incompréhensions. Et on a pris date, enfin on n'a pas arrêté la date, mais on a arrêté le principe de se revoir pour discuter avec l'ensemble des options, puisque nous avions des discussions avec des clubs, mais pas forcément avec des personnes qui n'étaient pas dans les clubs, mais qui sont parents d'enfants qui pratiquent le patinage. Donc voilà, on a pris, il faut juste qu'on cale les agendas pour faire cette rencontre et puis l'organiser dans les bonnes conditions. Voilà, donc à partir de là, je propose qu'on reprenne le déroulement du conseil. Je rappelle qu'il y a un point dans l'ordre du jour qui concerne le parc Lagravère, qui sera l'occasion également d'échanger sur la patinoire. C'est un peu comme ça que les choses avaient été pensées. Donc, on va refaire une tentative. Madame Aladreau, je demanderai aux personnes qui sont au fond de parler un peu moins fort pour qu'on puisse entendre l'exposé de Madame Aladreau. Merci. Après une année 2020 profondément marquée par l'impact de la crise sanitaire, les collectivités locales... Merci de parler plus près du micro et plus fort. Les collectivités locales retrouvent peu à peu un rythme de fonctionnement normal, même si le premier trimestre 2021 a connu une résurgence de l'épidémie de Covid. Les services aux usagers ont repris dans leur ensemble, mais nous avons pu constater certains changements liés à des réorganisations dans la vie quotidienne des familles. Le développement du télétravail explique en partie la baisse de fréquentation de certains services municipaux, notamment la restauration scolaire ou les activités de loisirs. En 2021, la municipalité s'est attachée à poursuivre son objectif d'engager résolument Colombes dans la transition écologique et sociale. Le soutien aux associations locales, les démarches de démocratie participative et un ensemble de travaux visant à renforcer la sobriété énergétique de la ville constituent des priorités pour le mandat. Cette année a ainsi été l'occasion de préparer les projets importants comme les rénovations et extensions des groupes scolaires, le centre aquatique, le lancement du schéma directeur énergétique et la promotion des mobilités douces. Avec le souci constant d'une gestion rigoureuse au regard d'un contexte économique très mouvant et de l'incertitude chronique pour certaines recettes perçues par les villes, la municipalité s'attache à maintenir les capacités financières nécessaires à la réalisation de son plan pluriannuel d'investissement présenté en début de mandat. C'est donc une démarche de gestion qui doit s'appréhender dans la durée et s'adaptera au contexte particulier qui s'est dessiné en cette fin d'année 2021, à savoir un retour de l'inflation conséquent et une flambée des prix sur les matériaux et l'énergie. Il convient donc de promouvoir une démarche à la fois prudente et déterminée, malgré tout, pour engager Colombes dans les défis à venir. Alors, je vais vous faire un rappel technique, parce qu'en fait, il y a 6 délibérations. Il y en a 3 qui concernent le compte de gestion et 3 qui concernent le compte administratif. Donc, la comptabilité publique locale découle de l'intervention de 2 instances, l'ordonnateur et le comptable public, qui est le trésorier municipal. Chacun retrace les exécutions budgétaires de l'année dans sa propre comptabilité et en fin d'exercice établit respectivement le compte administratif et le compte de gestion. Les présentations diffèrent, mais les résultats doivent être rigoureusement identiques. Les résultats du compte de gestion transmis dans le courant du premier semestre 2022 par le comptable public sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2021 de la ville de Colombes. Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes constatées par la ville au cours de l'année 2021. Le compte de gestion retrace les mêmes données ainsi que des éléments de bilan
avec notamment la valorisation comptable des biens dont la ville est propriétaire. Cette présentation donc, que je vais vous faire vaut donc pour le compte de gestion et le compte administratif. Je vous rappelle également que depuis le 1er janvier 2021, la ville établit ses documents budgétaires sous le référentiel comptable de la M57. Jusqu'ici, le référentiel de la ville était la M14, dans le cadre de l'expérimentation du compte financier unique à laquelle la ville participe. Le compte administratif 2020 a donc été le dernier document budgétaire de Colombes au format M14, ce qui complexifie parfois la comparaison entre périodes budgétaires, vu le changement de maquette comptable. Donc, les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 2,5% en 2021, soit en dessous de l'inflation. La comparaison avec le compte administratif de l'année précédente n'a guère de sens compte tenu de ce qui s'est passé avec la crise de ce qui s'est produit avec la crise sanitaire. Des services municipaux fermés, des chantiers arrêtés. Si l'on compare le compte administratif 2021 avec celui de 2019, l'évolution est de plus 1,17%. Parallèlement, au cours de la période, l'inflation ayant été enregistrée à un niveau de 2,8%, nous constatons les efforts déployés pour maintenir une rigueur de gestion nécessaire au développement des projets d'investissements ambitieux de la ville. Les dépenses de fonctionnement s'établissent ainsi à un niveau de 117,030 millions d'euros pour 2021, contre 114,3 millions en 2020 et 115,671 millions en 2019. Comme chaque année, la masse salariale représente 63% des dépenses totales. Les charges à caractère général sont en hausse de 2,4% par rapport à 2020, où elles avaient subi une contraction de 6,6% par rapport à l'année 2019. La répartition par direction permet de constater, comme tous les ans, la part prépondérante des services techniques, qui représentent 48% du montant des dépenses, donc 22% pour l'espace public, 20% pour les bâtiments et 6% pour l'urbanisme, et de la direction de la famille, 25% des dépenses, comprenant les services de l'éducation et de la petite enfance. 2 secteurs participent à ces hausses de charges à caractère général pour l'exercice 2021. Les services techniques, avec des dépenses de fluides en augmentation de 103 000 euros par rapport à l'année précédente, ainsi que de 184 000 euros sur les dépenses d'entretien de bâtiments et de réseaux de chauffage. Enfin, plus de 100 000 euros sont constatés également au niveau de l'entretien des espaces verts. Le service de l'urbanisme, avec un budget en hausse à cause des régularisations exceptionnelles de taxes sur les bureaux liées à la prise en compte des parkings dans la base taxable, ainsi qu'un redressement de taxes foncières sur le parking Charles de Gaulle. Il est à noter que des hausses significatives sont attendues pour l'exercice 2022 concernant les augmentations quasi générales des prix et la flambée des coûts des matières premières. Les dépenses de personnel sont stables en raison de mesures décalées. Comme déjà expliqué dans le rapport d'orientation budgétaire, les dépenses de personnel pour l'année 2021 sont équivalentes à celles de l'exercice précédent, en raison du non-versement d'une prime et du décalage de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire. Ces 2 dispositifs, intégrés dans le budget 2022, représentent environ 850 000 euros. Les dépenses de personnel de la ville sont réparties entre 71,252 millions d'euros sur le budget principal et 1,623 millions d'euros sur le budget annexe du pôle Lagravère. Les frais financiers sont en diminution grâce à des taux historiquement bas et des renégociations de contrats. Les frais financiers diminuent régulièrement, malgré une hausse modérée de l'endettement de la ville sur l'exercice 2021. L'opportunité de souscrire des emprunts à des taux d'intérêt très bas et des renégociations de contrats de prêt, lorsque cela est possible, sont les raisons principales de cette courbe descendante. Dans le cadre de la présentation du budget primitif et du rapport spécial sur la gestion de la dette, une information complète vous a été présentée en conseil municipal au mois de mars dernier. Les participations de la ville versées au CIVU s'élevaient à 4,866 millions d'euros en 2021, comprenant le versement d'une aide exceptionnelle de 432 000 euros pour compenser les pertes économiques subies et équilibrer les comptes du syndicat suite à l'arrêt quasi complet de l'activité en 2020. L'autre participation principale concerne la subvention annuelle versée à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Le montant versé correspond à la somme de 1,536 millions d'euros au titre du fonctionnement et 476 000 euros au titre de l'investissement. La subvention au CCAS est stabilisée à 1,6 million d'euros après une hausse de 13% en 2020, décidée par notre municipalité pour permettre au CCAS de faire face à de nombreux défis afin de répondre aux besoins des familles colombiennes pendant la pandémie et lui permettre maintenant de renforcer son soutien aux familles en difficulté.
Les subventions aux associations locales sont en augmentation de 3,8%. Le montant définitif versé aux associations s'élève à 3,352 millions d'euros, contre 3,227 millions d'euros en 2020. Le reversement au titre du FNGIR est en baisse en 2021. Il s'agit d'un fonds national de garantie individuelle des ressources qui a été créé en 2010 au moment de la réforme de la taxe professionnelle. La suppression de cette taxe a généré des augmentations d'impôts pour certaines entreprises et des baisses pour d'autres, avec la création en remplacement de la contribution économique territoriale. Ces différences de taxation pouvant entraîner des augmentations ou des pertes de recettes pour certaines collectivités locales. À l'époque, le gouvernement s'était engagé à assurer la neutralité de la réforme sur les budgets locaux. Le FNGIR a donc été créé pour prélever les recettes des collectivités gagnantes et les verser aux collectivités locales perdantes. Colombes étant gagnante dans cette réforme, elle voit chaque année ses recettes fiscales prélevées. Cependant, ce prélèvement, qui s'élevait à 4,7 millions d'euros en 2020, s'établit pour 2021 à 4 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement sont en très légère augmentation puisqu'elles ont augmenté de 0,8% par rapport à l'exercice budgétaire précédent pour un montant total de 142,095 millions d'euros. L'année dernière, les ressources de la commune avaient subi une perte de 1,5%, en grande partie due aux fermetures de services municipaux au moment de la pandémie. Sur les autres postes budgétaires, les bases fiscales ne progressent que très modérément puisque la ville ne bénéficie plus de bases dynamiques apportées par les impôts économiques transférés à l'échelle de la métropole. Les dotations d'État n'ont pas évolué depuis 2019 en raison d'une inflation quasi inexistante au cours de ces périodes. Enfin, il convient de constater que sur l'exercice 2021, nous n'enregistrons pas de recettes de cession de terrain comme les années précédentes. Cependant, si la ville a perçu des recettes supérieures cette année, elle le doit principalement au droit de mutation en forte hausse, ainsi qu'à l'éligibilité de la ville au dispositif du Fonds de solidarité de la région Île-de-France, que nous n'avions initialement pas prévu pour cette année. Alors, les dotations de l'État, qui ne varient pas depuis 2019, qui sont donc à un peu plus de 13 millions d'euros. Dans ces mécanismes, Colombes bénéficie d'une légère augmentation de la dotation DSU, qui elle-même fait l'objet d'un abondement amélioré dans le cadre des lois de finances votées depuis ces 2 dernières années. En revanche, la dotation forfaitaire, par des dispositifs d'écrêtement, subit une baisse, puisque la ville de Colombes ne peut percevoir plus d'une année sur l'autre. Avec une inflation en forte hausse en fin de 2021, un mécanisme d'érosion se met en place au détriment des collectivités si ces dotations ne sont pas revues prochainement à la hausse, ce qui ne semble pas être au programme. Les fonds de péréquation départementaux pour la taxe professionnelle sont en légère hausse de 2%. Après avoir plongé significativement entre 2018 et 2019, le montant versé pour 2021 s'élève à 99 677 €, soit quasiment le même montant depuis 3 ans. La ville est donc de nouveau éligible au FSRIF pour l'année 2021. Il s'agit d'une dotation de 2,7 millions d'euros non prévue au budget primitif. À compter de 2020, la ville qui avait été bénéficiaire sans discontinuer ce dispositif de péréquation devait perdre son éligibilité et la recette afférente en 2 temps. Une baisse de produits perçus de 1,35 million d'euros en 2020, soit 50% du montant, et une perte définitive du SRIF à compter de 2021, soit moins 2,7 millions d'euros de recettes par an. Je vais vous épargner tous les critères, on a déjà amplement parlé du sujet. Donc, il faut juste savoir que la ville de Colombes, il s'agit en fait d'une comparaison entre les différentes communes de la région Île-de-France. Et la ville de Colombes se situe dans le bas du tableau des communes éligibles en 2021, ce qui démontre qu'elle peut basculer d'une année sur l'autre du bon ou du mauvais côté du classement. Et le problème, c'est que cette recette est très importante et ça constitue un aléa très significatif dans l'élaboration des budgets. Donc, comme on l'a déjà signalé lors de la présentation du budget primitif 2022, la prudence nous a conduit à envisager la sortie progressive de ce dispositif et nous n'avons inscrit donc pour 2022 que la moitié des recettes de cette dotation. Le montant perçu au titre du foncier bâti s'élève à 67 millions d'euros. Les bases fiscales n'évoluent toujours pas de manière sensible depuis les démolitions importantes survenues sur l'arc sportif notamment. Les premières livraisons et l'avancée des chantiers devraient corriger ce mouvement dans les prochaines années. Il est à noter néanmoins que l'État avait prévu une évolution des bases au moment du vote de la loi de finances qui ne correspond pas en réalité à ce qui s'est produit, alors que l'inflation est croissante, ce qui signifie que pour l'année 2021, les collectivités territoriales sont perdantes en matière de recettes fiscales.
Pour ce qui est des autres recettes, la ville a perçu un produit de 1,104 million d'euros de taxes communales sur la consommation finale d'électricité et de 69 639 euros de taxes de séjour. La ville a perçu également en 2021 6,548 millions d'euros de droits de mutation, soit une hausse de près de 20% par rapport à l'année précédente, si l'on retraite la vente exceptionnelle de bureaux réalisée en 2020 par la société Arkema. Pour ce qui est des flux financiers entre l'EPT Boucle Nord de Seine et la ville de Colombes, ils passent donc par le Fonds de compensation des charges territoriales, FCCT, et donc qui a été une recette pour la ville en 2021. Le FCCT 2021 a été arrêté à 2,979 millions d'euros. 2,979 millions d'euros contre 6,7 millions d'euros en 2020. Vous avez déjà eu le tableau de répartition dans le rapport du budget primitif et Colombes est bénéficiaire à hauteur de 825 465 euros pour l'exercice 2021 en raison d'une moindre contribution d'appel de fonds pour les actes de la ville. Il convient de rappeler que le FCCT doit théoriquement permettre à l'EPT de financer les compétences qui lui ont été transférées par les villes depuis 2016. Il est donc calculé comme étant la différence entre les dépenses et les recettes transférées par les villes au territoire. Ensuite, il y a une attribution de compensation versée par la métropole du Grand Paris qui est stable depuis près de 4 ans. Comme chaque année depuis 2016, la ville a perçu en 2021 une attribution de compensation de la part de la MGP qui est égale à la différence entre la fiscalité et les dépenses transférées par la ville à la métropole. Le montant pour 2021 s'élève à 27,919 millions d'euros. La ville n'enregistre pas de recettes liées aux cessions de terrain pour l'exercice 2021. Traditionnellement, des recettes de cession de terrain étaient enregistrées chaque année au budget. Pour mémoire, elle s'élevait à 3,8 millions d'euros en 2020. En revanche, dans le budget 2022, il est prévu un montant de cession conséquent en lien avec le département des Hauts-de-Seine et le projet du tramway T1. Les négociations en cours depuis de nombreuses années n'ont pu aboutir que récemment. Mais l'exercice atteint désormais ses limites car un programme de cession important a été opéré depuis plus de 7 ans et la ville ne dispose plus de biens immobiliers ou de terrains à vendre encore très significatifs. La ville a réalisé 42 millions de dépenses d'investissement en 2021. Ce volume d'investissement concerne principalement des travaux et non des acquisitions de terrain, comme ce fut le cas les années précédentes. Dans un contexte toujours ralenti par la pandémie au cours de cet exercice budgétaire, il s'agit d'un niveau satisfaisant qui aurait pu être amélioré si des décalages de travaux n'avaient pas été subis sur le projet tramway T1 et sur la mise en œuvre technique plus complexe des pistes cyclables envisagées sur ce mandat. Donc les acquisitions foncières ne s'élèvent qu'à 2,2 millions d'euros, auxquelles il convient d'ajouter le versement d'une indemnité d'éviction importante pour une pharmacie située boulevard Charles de Gaulle. Mais vous aurez le détail en fait des cessions et des acquisitions lors de la délibération numéro 7. Les dernières opérations dans le cadre de la rénovation urbaine en rue 1 ont représenté 6,33 millions d'euros d'investissement en 2021. Le projet de rénovation urbaine s'achève, à l'exception de l'école Jean-Jacques Rousseau, dont les retards imputés à la découverte de panneaux d'amiante en façade auront pour conséquence une ouverture de cette école au mois d'octobre 2022. Parallèlement, la ville a perçu le solde de subventions de la part de l'État pour la réhabilitation de ce groupe scolaire pour un montant de 4 millions d'euros. Les bâtiments scolaires font l'objet d'une attention particulière dans le programme d'investissement. Les travaux récurrents sur ce secteur s'élèvent à 1,452 millions d'euros en 2021, répartis sur l'ensemble des écoles de la ville. De nombreux chantiers ont été entrepris concernant la végétalisation de l'espace public et l'agrément des parcs et jardins, compte tenu des priorités municipales définies en la matière. Donc, il y en a pour un montant global d'un peu plus de 2 200 000 euros. Dans ces 2 200 000 euros, les gros postes sont l'entretien des espaces d'aires de jeu, des écoles et des crèches pour quasiment 704 000 euros, les plantations d'arbres dans les rues de la ville pour 444 000 euros et les plantations d'arbres des clôtures dans les écoles et les crèches pour 306 000 euros, plus un certain nombre d'autres lignes. Donc vous avez le détail.
Les travaux de voirie pour maintenir l'entretien du patrimoine routier se chiffrent à 2,3 millions d'euros. Rappelons que 111 km de voirie traversent Colombes, dont 15% de routes nationales et départementales, ainsi que 23% de voies privées, dont beaucoup ouvertes à la circulation. Il s'agit d'un poste de dépense important qui ne peut s'appréhender que de manière pluriannuelle au vu de l'état des besoins. Donc, des travaux importants sont prévus sur l'exercice 2022. Sur l'année 2021, la rénovation des tapis de chaussée sur l'ensemble de la ville représente quasiment 1,7 million d'euros. Les autres dépenses principales d'investissement concernent essentiellement les travaux d'éclairage public pour 1,2 million d'euros, les démolitions diverses pour quasiment 900 000 euros, des mises en conformité incendie pour 473 000 euros, l'accessibilité des bâtiments pour 320 000 euros, la suite et fin des travaux du vieux clocher pour 572 000 euros. 2,2 millions d'euros ont été investis pour les projets de transition numérique de la ville au titre de 2021. La modernisation de la ville se poursuit afin d'améliorer l'environnement informatique des services et de produire une offre nouvelle de services en ligne à destination des familles colombiennes. La structure de financement des dépenses d'investissement de la ville est équilibrée, grâce notamment à un autofinancement bien orienté et une dette en progression maîtrisée. Si la dette de la ville avait diminué en 2020 de 5,3 millions d'euros, l'encours total de dette s'élève à la fin 2021 à 109,5 millions au lieu de 104,5. Au cours de cette même année, la ville a réalisé une campagne de financement qui visait à couvrir les années 2021 et 2022 pour bénéficier d'opportunités financières proposées sur le marché bancaire. L'ensemble de cette consultation a déjà été présenté lors du rapport spécifique de gestion de la dette, donc au conseil municipal du mois de mars. Le fonds de compensation de la TVA, FCTVA, versé aux collectivités territoriales par l'État, a apporté une recette de 4,950 millions d'euros. L'autofinancement s'améliore par rapport à l'année 2020. En 2020, l'épargne brute s'était dégradée du fait de la crise sanitaire. Elle se situait à 26 millions d'euros et remonte à 28,6 millions sur l'exercice 2021. Les subventions d'investissement sont en hausse de 10% par rapport à 2020. Chaque année, la ville reçoit des subventions dans le cadre du cofinancement de projets d'investissement. En 2021, la ville en a perçu 6 millions d'euros, dont plus de la moitié concerne le solde des subventions reçues au titre de l'ANRU. La capacité de désendettement se situe donc à un niveau de 3,8 années, soit dans les niveaux historiques les plus bas pour la ville de Colombes. Alors, les budgets annexes. Donc, le budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péry s'établit à 31 101 euros de dépenses de fonctionnement et à 157 758 euros de recettes de fonctionnement. Ces recettes de fonctionnement concernent des refacturations de charges et des versements de loyers. Au niveau de l'investissement, 84 681 euros de dépenses d'investissement ont été réalisés, principalement pour des travaux d'étanchéité de la toiture, avec la réparation de la voûte composée en structure aluminium. D'autres dépenses ont été engagées sur 2021 pour changer l'ensemble des fenêtres, mais seront comptabilisées sur l'exercice 2022 en termes budgétaires. Le budget annexe du parc Lagravère. Le montant des dépenses de fonctionnement de ce budget, donc les dépenses de fonctionnement de ce budget, s'élève à 2,284 millions d'euros, dont les éléments principaux sont des dépenses de personnel pour un peu plus d'1,6 million d'euros et 426 000 euros pour les dépenses d'énergie et d'électricité. Les recettes s'élèvent à 178 000 euros et concernent principalement les tickets d'entrée de la piscine. Je tiens donc à informer ceux qui colportent des chiffres erronés sur la patinoire et osent écrire que le budget du parc Lagravère est équilibré. Donc je vous répète les chiffres, 178 000 euros de recettes contre 2,284 millions d'euros de dépenses. Donc le budget est forcément techniquement équilibré puisqu'on ne peut pas présenter un budget en déséquilibre. Mais comme il s'agit d'un budget annexe, c'est la ville qui comble le déficit. Et donc, pour ceux qui veulent plus de détails, la patinoire, les recettes pour l'année 2021, les recettes sont de 71 000 euros et les dépenses hors masse salariale, donc les dépenses étaient de 275 000 euros. Voilà. En investissement, les dépenses donc sur le parc Lagravère ont été de 1,410 millions d'euros, dont 1,153 millions sont relatifs à la piscine.
Si l'année 2021 fut encore perturbée par les effets persistants de la pandémie, l'année 2022 s'annonce bien plus difficile avec les hausses de prix, des coûts des matières premières et des produits alimentaires, ainsi que les difficultés d'approvisionnement sur certains matériaux. Dans un contexte de forte inflation et de perte d'autonomie financière des collectivités locales, avec la suppression de la taxe d'habitation et le dégel du point d'indice des fonctionnaires, il serait souhaitable, et le président de l'AMF s'en est déjà inquiété auprès de la Première ministre, que les dispositifs des contrats de Cahors qui encadrent les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ne créent pas une contrainte supplémentaire qui empêche les villes de répondre pleinement aux besoins des habitants et nous empêche de mettre en place la transition écologique indispensable pour renforcer le bien-vivre à Colombes. Merci, Madame Aladreau. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Butet, Madame Delattre, Monsieur Pic, Monsieur Don, Monsieur Charrer, Madame Habitat, pardon. Monsieur Butet. Alors, merci pour cet exposé. Simplement, j'aimerais revenir sur quelques petits points qui, pour moi, sont pas très clairs et qui, pourtant, permettent de comprendre une démonstration qui est la suivante, c'est-à-dire que si les voyants aujourd'hui ne sont pas au rouge, ils sont bientôt à orange. Et j'en veux pour point de départ, en fait, l'audit que vous aviez réalisé en arrivant aux commandes de la ville, qui permettait de comprendre qu'entre 2014 et 2019, les comptes de la ville ont connu une sorte de période heureuse et qu'à partir de votre arrivée, les comptes commencent à se dégrader. Oh, très légèrement, mais la pente est là et les comptes le montrent. Alors, on va commencer par le début, on va commencer par les dépenses, ensuite on ira jusqu'à la dette. En commençant par les dépenses, on se rend compte très rapidement que sur la période 2014-2019, les dépenses de fonctionnement étaient en baisse en moyenne de 2,2% par an, libérant de l'autofinancement pour les investissements. Il faut que chacun comprenne, les Colombiens comprennent que moins de fonctionnement, ça veut dire plus d'investissement. Dans notre ville, on l'a vu avec la patinoire, on a un problème récurrent d'investissement. Il faut dégager des marges pour investir davantage. Entre 2020 et 2021, parce que c'est ça qui est intéressant avec le compte administratif, c'est qu'on a le réalisé. On n'a pas un budget rêvé, on a ce qui a été vraiment fait. Et on se rend compte que les dépenses de fonctionnement repartent à la hausse, 2,6%. Ce n'est pas inférieur à l'inflation. Hein. Il nous a été dit que l'inflation était à 2,8. Non, l'inflation en 2021, elle est à 1,6. Hein. Il y a une confusion avec la hausse des prix à la consommation qui est tout à fait différente. L'inflation, elle est en deçà. Donc, on augmente à nouveau donc, les dépenses de fonctionnement. Donc, elles sont passées de 114 à 117 millions par an. Donc, ça y est, on est reparti donc, sur une spirale haussière de fonctionnement, alors que sur la période antérieure, on était en baisse constante, libérant du fonctionnement. Cette libération, si je puis dire, de crédit pour l'investissement, qu'on peut appeler la CAF, enfin la capacité d'autofinancement brute, si l'on ne compte pas les intérêts, était véritablement ancrée aux alentours de l'horizon des 30 millions par an. Et aujourd'hui, on nous dit qu'elle est ramenée à 28%. Je suis un petit peu désolé, mais en relisant donc, les documents, on se rend compte qu'on est plus proche en réalité des 20 millions que de l'horizon des 30 millions qui était celui de la fin du mandat antérieur. Ce qui fait que notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire notre capacité d'investissement, commence sa baisse. En 2014, désolé de revenir sur ces périodes-là, mais en quelque sorte, il y a ce mouvement-là pour que les Colombiens comprennent. Quand la droite est au pouvoir, les comptes permettent de libérer plus d'investissements
et de baisser le fonctionnement. Quand la gauche arrive au pouvoir, elle rajoute du fonctionnement et donc mécaniquement, elle baisse la capacité de financement et provoque davantage d'endettement. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train de constater. Non, vous pouvez dire non, mais les chiffres sont têtus, comme disait l'autre. Les dotations, effectivement, restent stables, on l'a vu, avec donc un montant aux alentours de 13 millions par an. Donc on a quelque chose au moins sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir établir ces projections. Mais c'est l'investissement donc qui commence, lui, à pâtir de la chose. Entre 2014 et 2019, votre excellent audit le montrait, on était à 312 millions sur la période, avec donc une moyenne environ de 52 millions par an. Là, on est descendu à 42 millions par an, donc on voit que la baisse a démarré. Ensuite, on va parler des recettes, c'est-à-dire des impôts. En ce qui concerne les impôts, en 2014, la ville avait une recette de 93 millions d'euros qui apparaissait sur les comptes. En 2021, ça y est, le record est explosé. On est à 107 millions, presque 107,5 millions d'euros de plus dans les caisses de la commune. La taxe foncière en elle-même, vous aviez dit qu'elle était stable en termes de recettes. Non, on est passé de 64,6 à 67 millions, donc près de 5% d'augmentation des recettes. Tout ça pour montrer quoi? Tout ça pour montrer Tout ça pour que aller les vers la recettes... conclusion, Monsieur Butet. Absolument, j'y viens tout de suite. Tout ça pour montrer que les recettes sont en augmentation extrêmement forte, bien au-delà de l'inflation, mais que les dépenses, au lieu de rester stables dans un environnement aussi incertain que celui qui s'annonce, elles commencent à déraper. Et on le voit dans la dette qui est passée effectivement de 104 à 109 millions et progressivement est en train de reprendre une trajectoire haussière alors qu'elle était en baisse continue depuis près de 6 ans. Merci, Monsieur Butet. J'ai vu que Madame Alledro prenait beaucoup de notes. Madame Delattre. Alors, Monsieur le maire, je vous précise que je souhaite intervenir sur 2 délibérations, la 3 et la 4. Voilà. Oui, oui, pas de problème. Donc, sur Pas de chaque problème. délibération. Alors, sur la 3, pardon, le micro, vous ne m'entendez pas bien. Alors, lors du dernier conseil municipal du 30 mars 2022, je vous ai interrogé, Monsieur le maire, sur le dossier de la patinoire. Près de 2 mois après, nous sommes toujours en attente de réponses précises sur ce dossier. Je ne suis d'ailleurs pas la seule, si j'en crois la manifestation qui a eu lieu ce soir devant l'hôtel de ville Je vous et qui a confirme. rassemblé près de 400 personnes. Depuis près de 2 mois, ni les clubs de glace, ni les élus d'opposition n'ont obtenu communication d'éléments chiffrés et circonstanciés justifiant votre intention de fermer la patinoire. L'amateurisme et la désinvolture avec lesquels vous traitez ce dossier en tant que premier magistrat d'une ville de près de 90 000 habitants pourraient prêter à sourire s'il ne s'agissait de l'avenir de la patinoire olympique de Colombes, et ce, à 2 ans de l'accueil des JO et du centenaire des Jeux olympiques précisément dans notre ville. Vous ressortez des cartons votre projet datant de la mandature de Philippe Sarr, dont vous étiez à l'époque maire adjoint à l'urbanisme. Je regrette vivement que vous n'ayez pas eu l'honnêteté d'inscrire la fermeture de la patinoire olympique dans votre programme lors des municipales de 2014. Cela aurait été plus clair pour de nombreux Colombiens qui malheureusement vous ont fait confiance et s'estiment aujourd'hui trahis et humiliés. Vous allez peut-être me rétorquer que quand vous êtes arrivé en 2020, vous n'aviez pas l'intention de fermer cet équipement olympique, mais que finalement, pour des raisons économiques et écologiques, indépendantes de votre volonté, vous avez décidé de la fermer. Mais savez-vous qu'il existe des modes constructifs innovants pour les patinoires, à un coût tout à fait raisonnable, bien loin des 18 millions que vous annoncez? Avez-vous fait, Monsieur le maire, et pouvez-vous nous le préciser, des demandes de subventions, d'investissement auprès de la région sur ce sujet? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, lorsque vous avez décidé de repasser l'appel d'offres pour la réhabilitation et l'extension de la piscine en 2020, vous avez inscrit dans la description des prestations de cet appel d'offres isolation thermique par l'extérieur de la piscine et remise en fonctionnement de la GTB qui gère une cogénération de production de chaleur
depuis les groupes de froid de la patinoire. Vous allez peut-être envoyer encore une fois un de vos adjoints au front pour nous expliquer que la fermeture de la patinoire serait justifiée par des considérations économiques et écologiques. Elle coûterait trop cher en énergie et en eau et ne serait pas écologique. Si ces considérations en matière écologique vous tiennent tant à cœur, alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi, lorsque vous avez attribué le marché pour l'extension et la réhabilitation de la piscine olympique en octobre 2021, vous avez choisi le projet qui est le plus énergivore, le plus consommateur en énergie et en eau, et qui a obtenu la moins bonne note en matière environnementale? De même, pourquoi dans le permis de construire que vous avez délivré il y a moins d'un mois pour la réhabilitation et la piscine, le 26 avril 2022, les documents du permis de construire indiquent, je cite, « Le chauffage du bassin olympique sera assuré prioritairement par les calories issues de la patinoire. L'alimentation en eau glacée depuis la patinoire sera conservée pour assurer les besoins en déshumidification et une partie des besoins en rafraîchissement. » Vous ne pouvez nier dès lors que le projet de réhabilitation et d'extension de la piscine olympique est intrinsèquement lié à la patinoire. En conclusion, Monsieur le maire, face à vos nombreuses contradictions, la Fédération olympique, les fédérations de sport de glace, les clubs, les patineurs, les agents municipaux, les Colombiens, les amoureux des sports de glace, les élus attendent ce soir une réponse claire. Les élèves en sport-études à Colombes attendent de savoir ce qu'ils vont devenir l'année prochaine pour la rentrée scolaire. Les championnes de France de ballet sur glace se demandent si elles pourront se rendre à Boston pour défendre leur titre. Les Colombiens se demandent s'ils fêteront les Jeux olympiques avec un bâtiment olympique laissé à l'abandon. Monsieur le maire, quand comptez-vous répondre à ces légitimes questions? Ce soir, si vous fermez la patinoire, vous empêchez les championnes de France de s'entraîner. Dès lors, vous prenez la responsabilité de disqualifier les championnes de France de ballet sur glace et de représenter la France à Boston. Aussi, ce soir, j'ai l'honneur aussi de vous remettre officiellement la pétition « Touche pas à ma patinoire » qui a déjà recueilli plus de 6300 signatures. J'espère que cette mobilisation vous amènera à réfléchir et à revenir sur votre décision de fermer définitivement la patinoire. Je vous remercie. Merci, Madame Delattre. Monsieur Pic. Attention, vous êtes suivi. Attention, attention. Ah oui, il y a une marche. Si on Ah, m'avait je m'inquiète dit toujours pour que, vous. si on m'avait dit que, Monsieur le maire, et j'espère que vous tiendrez compte de cette pétition. si on m'avait dit que vous n'étiez pas en campagne électorale, je vous aurais pas cru, Madame Delattre. Vous avez fait tellement de choses pendant 6 ans pour la patinoire. Alors, je vais intervenir sur une deuxième délibération. Allez, Monsieur Pic, allez-y. J'ai toujours la deuxième délibération. Monsieur Pic. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, en vos degrés et qualités, Parlez bien dans le micro, Monsieur Pic, s'il vous plaît. je vais essayer. Le compte administratif de l'exercice 2021 est le premier compte de résultats complet que vous nous présentez. À la lecture des résultats de cet exercice 2021, on ne peut s'empêcher de se rappeler toutes les diatribes sur ce sujet lors de vos interventions des uns et des autres lorsque vous étiez dans l'opposition. Vous deviez être les champions sur tout faire mieux que les autres. Et notamment, je cite, vous aviez pris l'engagement ferme que les budgets d'investissement seraient désormais réalisés à 100%. Quelle ambition! Aujourd'hui, vous êtes confrontés à la dure réalité du pouvoir. Alors que vous aviez budgété une réalisation d'investissement de l'ordre de 67 millions pour 2021, vous avez réalisé en réalité que 40 millions, soit 60%, avec un report astronomique de 18,9 millions pour 2022
et un crédit sans emploi de 7,8 millions d'euros. Je me permets de vous rappeler également qu'en décembre 2021, les DM de désinscription budgétaire que vous aviez fait voter étaient là pour éviter d'avoir un mauvais taux d'exécution. Bien sûr, comme à vos habitudes, vous allez prétexter pour vous défausser le Covid ou la faute à des tiers ou autres. La réalité est que ce bilan est l'expression même de votre mauvaise gestion de la commune. Votre incapacité persistante à recruter des personnes clés pour les services, et ils sont nombreux. Votre incapacité à conserver votre personnel qualifié qui part les uns après les autres, on ne les compte plus. Votre incapacité à gérer correctement les projets tels que la finalisation du vieux clocher qui aurait dû être terminé depuis plus d'1 an maintenant. Votre incapacité à tenir les budgets d'investissement tels que la piscine, dont le budget estimé par le programmiste était de 13 millions environ, et qui aurait explosé pour atteindre aujourd'hui 29 millions d'euros, ce qui peut être aussi une raison cachée pour fermer la patinoire dans le but inavoué de trouver de l'argent contre l'intérêt général d'une ville qui se veut olympique. Enfin, vous avez pris la décision de supprimer les 2 budgets annexes de la zone artisanale et du parc Lagravère pour les rattacher au budget principal, alors que ces budgets annexes étaient obligatoires pour gérer les flux de TVA et permettre de ce fait une diminution des coûts de prestation pour une fiscalité avantageuse. Décision incompréhensible. En conclusion, au vu de vos résultats très inférieurs à toutes vos promesses, je vous invite à moins d'arrogance et un peu plus de modestie à l'avenir. Bien sûr, nous voterons contre cette délibération. Merci, Monsieur Pic. Monsieur Don. Oui, juste 2 petites questions que j'ai oublié de poser en commission, s'il reste du temps. Dans le rapport au chapitre végétalisation, j'ai lu que les agrès fitness du square Denis Papin ont coûté plus de 103 000 €. Plus de 100 000 € pour 2 ou 3 appareils de fitness, ça me paraît un peu démesuré. D'ailleurs, où sont-ils passés après avoir séjourné quelques jours sous le kiosque du square ? Sur le vieux clocher, vous nous mentionnez toujours dans le rapport un investissement de 573 000 € pour 2021. Quand est prévue la fin des travaux et la mise en route de l'horloge tant attendue par les Colombiens ? Je vous remercie. Peut-être. Habitat. Oui, Habitat. Pardon. Merci. Madame Habitat, excusez-moi. Merci. Alors oui, moi je voulais revenir sur la question de la patinoire. D'abord pour dire que je regrette dans ce dossier le manque de concertation, un peu comme pour la piscine. Oui, donc je regrette le manque de concertation dans ce dossier, comme ce qui s'est passé pour la question de la piscine. Et puis, je rappelle quand même que Colombes est une ville sportive, une ville olympique, et qu'on ne peut pas raisonner uniquement avec une logique comptable, même si bien sûr les dépenses doivent être maîtrisées. Et dans le cadre de cette maîtrise de dépenses, je voulais savoir si vous avez envisagé d'augmenter les recettes de la patinoire en créant, comme cela se fait dans certaines villes, un projet d'utilisation mixte des locaux, c'est-à-dire patinoire plus salle de réunion ou terrain de hand ou de basket qui permettrait d'augmenter les recettes et de diminuer certains frais. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Charest. Madame Sau, pardon. J'avais demandé à intervenir sur la Non, délibération. vous avez pris votre groupe à manger son Alors, temps de monsieur le maire, moi je suis désolée, mais en cours de séance, chaque élu doit pouvoir s'exprimer au moins une fois sur chaque délibération. Je vous ai demandé d'intervenir sur 2 délibérations. Vous avez fait le choix de présenter les 6 délibérations ensemble, mais je souhaite intervenir sur 2 délibérations inscrites au conseil municipal. Donc je suis intervenue sur la 3 et je demande à intervenir. Alors allez-y sur l'autre. Merci monsieur le maire.
Excusez-moi, j'avais cru que vous étiez intervenu sur les deux dans votre première intervention. Non, mais monsieur le allez-y, maire. allez-y. Je vous remercie. Donc, depuis votre arrivée à la mairie de Colombes, nous ne Parlez bien dans le micro. Ah, pardon. Oui, depuis votre arrivée à la mairie de Colombes, nous ne pouvons que constater et déplorer la baisse de certaines politiques publiques par rapport à 2019. Espace public, moins 450 000 €, soit moins 9%. Famille, moins 396 000 €, soit moins 7%. Sécurité et prévention, moins 137 000 €, soit moins 16%. Concernant les dépenses de personnel, entre 2019 et 2021, vous avez recruté 137 agents supplémentaires, ce qui correspond à une hausse de 8% des effectifs en 2 ans. Mais les charges de personnel n'ont progressé que de 1%. Il y a donc potentiellement une précarisation du personnel de la ville qui est moins bien payé ou qui est sur des contrats à temps partiel. Même si on ajoute la prime et le nouveau régime indemnitaire, environ 850 000 € intégrés au budget 2022, la hausse de la masse salariale est de 2,5%. On reste donc dans les mêmes conclusions. En outre, rappelons que vous avez supprimé la prime présentéisme pour les agents qui ont contracté le Covid. Concernant les investissements, j'avais déjà dénoncé le montant astronomique de vos reports en décembre. Je vous avais déjà fait remarquer lors de ce conseil que les désinscriptions budgétaires étaient là pour masquer un taux d'exécution mauvais. Le taux de réalisation est plus faible qu'en 2020, année Covid avec une longue période de confinement. En termes de montant, 40 millions d'euros hors acquisition foncière, c'est le niveau le plus bas depuis 2016, hors 2020, année Covid. Alors vous avez effectivement la chance d'avoir hérité de la ville la mieux gérée de sa strate en 2020. L'effort important de désendettement qui a été réalisé entre 2014 et 2020 vous permet aujourd'hui de trouver des marges de manœuvre importantes, ce qui vous a permis de recourir à l'emprunt à des taux intéressants. Mais c'est certain que les 35 millions que vous avez souscrits entre 2021 et 2022, je m'interroge sur leur utilisation. Reste à savoir effectivement ce que vous allez être capable d'en faire et je vous avoue que j'émets certaines inquiétudes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Sceaux. Merci, monsieur le maire. Je voudrais commencer mon intervention par dire un peu ma surprise de découvrir la fibre sportive et le regain d'intérêt des anciens élus de la majorité municipale sur les équipements sportifs. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait un lien avec la patinoire. La patinoire est emblématique de ce que vous nous laissez en termes d'entretien des équipements sportifs locaux. Je vais le redire, je pense que c'est nécessaire. Ne me coupez pas la parole, je vous ai écouté attentivement, Madame Delatte, je vous demande la même chose. Moins 46%. C'est votre chiffre, c'est la baisse du budget sport sur votre mandature. C'est de ça dont on parle. Et la patinoire est emblématique de la gestion de l'ensemble des équipements sportifs que vous nous avez laissés, que nous sommes en train de reprendre petit à petit. Alors oui, vous l'avez dit, c'est un équipement qui est vieillissant, énergivore et qui nécessite des frais de fonctionnement importants et qui malheureusement a fait l'objet de sous-investissements chroniques de l'ensemble des municipalités avant la nôtre. Y compris Nicole Gouetta en 2001. Mais moi, je ne fais pas de politique sectaire. Je dis juste les choses de manière factuelle. Les municipalités qui se sont tenues avant les nôtres, il y a eu un sous-investissement sur cet équipement-là. Alors que faire à partir de là, une fois qu'on a posé ce constat? Est-ce qu'on laisse pourrir la situation, qui est en fait cette situation qui nous amène aujourd'hui droit dans le mur si on ne fait rien? C'est la position qui a été adoptée par l'ancienne municipalité. Ou alors est-ce qu'on se pose les bonnes questions en essayant de repenser le modèle économique de l'équipement? Alors, tout à l'heure, j'ai noté que vous opposiez économie, écologie. Moi, je pense que les deux sont compatibles et on peut même dire qu'on peut aussi être bon gestionnaire avec cet équipement. On l'a rappelé tout à l'heure aux représentants du collectif
que nous avons reçu avec monsieur le maire, si là où au niveau de la dynamique nationale, on voit bien que les collectivités, les communes qui commencent à fermer leurs patinoires de manière temporaire pour finalement ne plus les rouvrir, ce n'est pas le choix que nous, on a fait aujourd'hui. Nous sommes en train de rechercher des solutions pour les usagers et les sports de classe, mais le statu quo, c'est-à-dire l'état actuel tel qu'il est aujourd'hui, c'est juste plus possible. Et celui qui dira le contraire, c'est simplement mentir aux Colombiens et aux habitants. Quelle que soit l'option qui sera retenue, que ce soit une réhabilitation, une transformation ou une mutation du site, il faut savoir que, quelle que soit l'option qui est retenue, il faudra de toutes les manières passer par une fermeture qui peut être provisoire ou peut-être même définitive dans un projet de requalification totale du site et de l'équipement. Mais oui, enfin, je vous entends, je voudrais juste rappeler qu'il y a quelque chose qui a été oublié ces dernières années, c'est que gouverner, c'est prévoir. Et malheureusement, sur cet équipement, ça n'a pas été suffisamment fait. Alors, quelle solution? Je vais vous répondre, Madame Delattre. Aujourd'hui, on travaille sur du court terme et sur long terme, moyen terme. À court terme, nous souhaitons assurer la continuité de l'activité des clubs de glace. Ça leur a été rappelé lorsque nous les avons reçus, soit par un opérateur privé, soit à travers l'accueil et le partage de glace dans des patinoires et des équipements dans les communes voisines. À long terme, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit, c'est de penser l'avenir de ce site qui ne peut plus rester tel qu'il est aujourd'hui. Nous réfléchissons à la reconversion et la redynamisation ambitieuse de l'équipement, avec, pourquoi pas, la possibilité de maintenir une piste de glace, mais aussi d'avoir un pôle qui soit pluridisciplinaire avec des activités de loisirs et sportifs et qui pourrait être sous la gestion d'un privé. C'est sur ça que nous travaillons aujourd'hui et que l'ensemble de nos prédécesseurs n'ont pas eu le courage de travailler. Alors, si le devenir de l'équipement est en question, et je le comprends bien, je veux réaffirmer ici deux choses au nom de la municipalité. Nous ne laisserons pas tomber les clubs de glace. Nous continuerons de les soutenir et de les accompagner, quelles que soient les options qui seront retenues. Nous ne laisserons pas tomber les agents de la ville, parce qu'on en parle trop peu, mais nous avons une dizaine d'agents communaux qui sont aujourd'hui dans cet équipement. Sachez-le, ils seront tous accompagnés et reclassés sur des postes existants aujourd'hui dans la collectivité. Voilà l'engagement de la municipalité sur ce dossier aujourd'hui. Merci Madame Sceaux. Monsieur Charère. Merci Monsieur le maire. Moi je souhaiterais revenir sur deux interventions, celle de Monsieur Butaille et celle de Monsieur Pic, et la contradiction qu'elles soulèvent et en fait qui viennent illustrer un choix que nous avons fait et que n'avait pas fait la précédente municipalité, excusez-moi. Monsieur Butaille, vous avez une façon de présenter les comptes trop simpliste, à savoir que vous nous dites, si jamais vous augmentez les dépenses de fonctionnement, dès lors vous réduisez ce qu'il vous reste pour l'investissement et donc vous pouvez moins investir. La capacité financière de l'investissement n'est pas la réalisation de l'investissement. Et il faut toujours garder en tête quelque chose, pour réaliser des investissements dans notre commune, il nous faut des personnes, il nous faut des gens compétents sur les missions sur lesquelles nous allons les mettre. Dès lors que nous sommes dans une ville qui porte un programme écologiste extrêmement ambitieux, comme c'est le cas ici à Colombes, il nous faut des gens spécialisés sur les thématiques écologiques que nous menons. Je vous donne un exemple relativement simple. Lorsque l'on veut faire de la rénovation énergétique des bâtiments, il faut des ingénieurs capables de mener à bien les projets de rénovation énergétique des bâtiments. Or, que se passe-t-il lorsque l'on retrouve un service technique qui est pour le moins sous-doté en 2020 ? Eh bien, nous lançons des recrutements sur ces postes-là, justement pour pouvoir derrière accomplir nos investissements. Présenter les choses en disant que d'une part, il faut diminuer les dépenses de fonctionnement, et notamment comme vous l'avez fait pendant 6 ans, en réduisant réduisant le personnel, et d'autre part nous dire comme ça on pourra investir plus, c'est juste oublier cette donnée fondamentale que pour pouvoir faire des travaux, il faut des gens. Et nous qui souhaitons transformer la ville, nous qui souhaitons mener ce programme écologique pour lequel nous avons été élus et qui est l'un des plus ambitieux à ma connaissance en Île-de-France, nous avons besoin d'avoir les talents nécessaires pour sa réalisation. Un exemple peut-être pour illustrer ce que je dis, ce que l'on voit à travers les chiffres en 2021, c'est que 25% des bâtiments municipaux de la ville ont soit fait l'objet de
lancement de travaux pour la rénovation énergétique, soit on fait l'objet d'études pour mener ces travaux. 25% des bâtiments de la ville. Nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas le personnel pour le faire. Et ça marche. Nous réalisons nos investissements. En 2015, lors de la première année de votre mandat, votre taux de réalisation des investissements était de 36%. Pour que tout le monde me comprenne, ce que cela veut dire, c'est lorsque vous aviez prévu d'investir 1 euro sur la ville, vous n'aviez les moyens en termes de personnel ou plus largement en termes de capacité à faire que d'en réaliser 36 centimes. Nous avons doublé ce taux d'investissement. Nous l'avons doublé grâce justement au personnel que nous avons recruté. Et je vous plaît, Monsieur Butey, je ne crois pas que je vous ai interrompu, vous pourriez avoir la même amabilité. Et dès lors que nous avons fait ça, en réalité, ce que nous permettons de faire à travers cette légère hausse des dépenses de fonctionnement, c'est la réalisation de notre programme, tout simplement. Je vous ai cité l'exemple des bâtiments communaux et des 25% des bâtiments communaux qui aujourd'hui font l'objet d'un travail en termes de rénovation énergétique. J'aurais pu vous citer également la création des 2000 m² à la prairie du Moulin-Joly, de vergers et de jardins partagés, où là aussi il nous faut du personnel pour accompagner les gens et créer des zones de mieux vivre. Bref, cette opposition que vous essayez de créer entre d'une part la hausse des dépenses de fonctionnement et d'autre part les investissements que nous réalisons, d'abord elle est factuellement fausse lorsque l'on regarde les chiffres, et ensuite elle oublie l'essentiel même. Il faut donner à la puissance publique la capacité d'agir si jamais nous souhaitons transformer nos territoires, ce que nous faisons et ce qu'attestent ces comptes administratifs. Alors j'avais prévu de vous parler de l'ensemble des réalisations écologiques que nous avons faites. Je vous donnerai quand même quelques chiffres que nous avons pu réaliser grâce à cette capacité d'action. Nous avons replanté en 2021 270 arbres, 3 fois plus que ce n'était le cas les années précédentes. Nous avons créé plus de 1300 en France grâce à notre partenariat avec Écoterie. Nous avons également, comme je le citais, créé 2000 m² de jardins partagés. J'aurais pu également vous parler de nos programmes ambitieux en matière de lutte contre les passoires thermiques, que ce soit dans le logement privé ou social, ou bien même sur les bâtiments de la ville, ou encore même du développement d'une économie solidaire. Pour tout cela, je vous renvoie au rapport développement durable 2021 que nous avions présenté au moment du rapport d'orientation budgétaire. Mon point est juste de vous dire que ce que reflètent ces comptes, c'est notre volonté de transformer Colombes en une ville écologique, solidaire et citoyenne. Et c'est exactement ce que nous observons à travers non seulement notre capacité à conserver une capacité d'autofinancement extrêmement importante, mais également en redotant nos services. Et pour cela, ce que cela reflète profondément, c'est notre volonté politique d'exécuter le programme pour lequel nous avons été élus. Voilà pourquoi je vous invite à voter ces comptes. Monsieur Perrotel, soyez pas timide. Merci, Monsieur Charère. Madame Aladreau. Il n'a rien à dire. Alors en fait, j'ai pas forcément envie d'épiloguer sur des interventions qui caricaturent le fait que la droite réduirait les dépenses de fonctionnement alors que nous, la gauche, on dépense sans compter. Mais je veux juste refaire un point sur l'évolution des dépenses d'investissement. Mon collègue Maxime Charère en a déjà un peu parlé. Donc, on nous reproche d'avoir des dépenses d'investissement très basses. Je rappelle accessoirement qu'entre 2014 et 2020 ou 2019, les dépenses d'investissement hors acquisition foncière, donc ce qui est du vrai investissement, donc de l'acquisition, enfin des investissements, des équipements, ont été rarement supérieurs à 40 millions d'euros. En 2014, on était à 32, à 2015 à 22, en 2016 à 26. Alors si 2017, il y avait 47 millions, 2018, 41 millions, 2019, 52. Voilà, pour le reste, vous avez rarement fait plus de 40 millions d'euros, donc ce genre de leçon, voilà. Je pense que on pouvait s'en dispenser. Voilà. Donc là, mon intervention en fait concernait les délibérations 1 à 6, donc le compte de gestion pour 1 à 3 et le compte administratif 4 à 6. Donc il va falloir voter ces 6 délibérations. Voilà. Moi, je voudrais juste dire un mot à ce stade-là. C'est quand même, je crois que ce qui embête l'opposition, c'est le fait qu'on est garant d'une bonne gestion de la commune.
Et ça vous embête. Ça vous embête parce que, en principe, la gauche, les écolos, ça gaspille, ça jette l'argent par les fenêtres. Eh ben non. Eh ben non. Et quand on entend quand même dans la campagne des présidentielles, on a entendu des proches du président de la République qui annonçaient des coupes pour les collectivités territoriales. Et M. Buttet, vous l'aviez indiqué également dans votre intervention au dernier Conseil, de l'ordre de 10 à 15 milliards. On a de quoi être inquiet quand même sur l'avenir. Alors le président de l'AMF, et Cécilia Aledro l'a rappelé tout à l'heure, a rencontré la Première ministre récemment, très récemment, pour lui faire part quand même des inquiétudes des collectivités auxquelles s'ajoute le coût des matières premières et le coût des énergies. Donc on est obligé quand même d'être dans une phase très prudentielle, tant en termes de fonctionnement que d'investissement. Et d'ailleurs, on est obligé, et non seulement on est obligé, mais on subit un petit peu les effets du monde de l'entreprise également, qui nous dit, oh là là, mais on a passé des marchés avec la commune, mais on aura du mal à honorer nos marchés à cause de l'évolution des prix. Et donc, je crois que Colombes est dans ce système de relations en ce moment, comme beaucoup de grandes villes ou de villes françaises, parce que la situation est très tendue de ce point de vue-là. Et c'est normal que nous soyons vigilants pour l'avenir. Mais concernant la période passée, eh bien oui, nous avons été extrêmement attentifs à la manière dont on dépensait les investissements et les budgets de fonctionnement de la collectivité, y compris en termes de ressources humaines. Sur la patinoire, je crois que vous avez eu un certain nombre d'explications. On y reviendra forcément, mais là aussi, on le redit, moi je le redis quand même, on a récupéré des équipements scolaires, des équipements sportifs qui étaient extrêmement dégradés. Et encore une fois, c'est la faute aux différentes équipes municipales, et j'en faisais partie pour l'une d'elles, qui n'a pas été assez vigilante sur ces aspects-là. Et donc, du coup, il faut rattraper un certain nombre de situations et prendre des mesures drastiques sur des bâtiments. Sur les écoles, on investit énormément sur les écoles depuis le début du mandat, à la fois en rénovation des écoles et à la fois en construction d'écoles nouvelles. Voilà, ça fait partie aussi des impératifs qu'on a à mener jusqu'au bout. Voilà, j'en dirai pas plus. Et là, on va passer au vote. Sur les comptes de gestion, on va voter sur les comptes de gestion. Et puis après, je vous propose de confier la présidence du Conseil à Madame Sceaux pour les votes sur le compte administratif, puisque le maire doit sortir de la salle pour ces votes-là. Sur le compte de gestion budget principal de la ville, qui est contre? Qui est contre, donc? Je repose, d'accord. Qui s'abstient? Merci. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui est pour? Le reste de l'Assemblée. Merci. Sur le compte de gestion de la zone artisanale, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Merci. Le reste de la majorité. Et le troisième, le compte de gestion du parc Lagravère, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Merci. Et je sors. Du coup, je reprends la main sur la délibération numéro 4, le compte administratif budget principal de la ville, de exercice 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? La délibération est adoptée. Numéro 5, compte administratif budget annexe zone artisanale Gabriel Péry. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui
Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Et enfin, compte administratif, le budget annexe du centre sportif du parc La Gravère. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Le compte administratif est voté. Et monsieur le maire, vous pouvez revenir. C'est la magie des conseils municipaux. On va donc continuer le conseil avec la délibération numéro 7 sur les cessions-acquisitions de biens immobiliers sur l'exercice 2021. Madame Aladreau. Donc là, en fait, il s'agit de prendre acte des acquisitions foncières réalisées par la ville au cours de l'année 2021. Je ne vais peut-être pas forcément tout vous lire, donc des terrains, des maisons, etc. Donc pour un montant global de 2 268 150 € et des cessions foncières réalisées par la ville au cours de l'année 2021 qui sont donc qui ont été en fait cédées pour une valeur de 0 et qui sont un apport en nature au profit de la Codevam dans le cadre de la ZAC Charles de Gaulle Est. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Personne. Donc on prend acte. Merci. Délibération numéro 8 sur une remise gracieuse de dette. Alors, en fait, il s'agit de la famille A, d'origine afghane, qui est arrivée à Colombes le 11 février 2021. C'était un couple demandeur d'asile avec ses 4 enfants et ils étaient suivis par France Terre d'Asile d'Asnières. La demande de gratuité pour le repas des enfants scolarisés à l'école Charles Péguy est intervenue lors de la commission du 1er mars 2021. À l'époque, leur logement était situé au 23 rue Paul Bert à Colombes. Le 18 novembre 2021, la famille est partie dans le département de Seine-et-Marne. Les enfants ont été radiés de l'école Charles Péguy. La gratuité n'étant plus d'actualité, la famille ayant fait le calcul de son quotient familial le 28 décembre 2021, 2 factures importantes restent en impayées. Compte tenu de leur situation financière qui demeure inchangée, une demande de remise gracieuse a été accordée lors de la commission sociale du 28 mars 2022. L'édition de la situation des produits non soldés au nom de Monsieur A fait état d'un restant dû de 517,45 € à la ville, principalement pour des dépenses périscolaires et de restauration scolaire contractées en septembre et octobre 2021 pour ses 4 enfants. L'avis favorable rendu de cette remise gracieuse correspond à un abandon de créance d'un montant total donc de 517,45 € pour le budget de la ville. Et il est donc demandé au Conseil d'approuver cette remise de dette à l'égard de la famille A au regard de sa situation financière. Intervention? Oui, Monsieur Perrotel. Oui, monsieur le maire, chers collègues, bien sûr, évidemment, je voterai pour. Je voulais juste savoir une information. Est-ce que la ville de Colombes a été sollicitée pour accueillir des réfugiés ukrainiens puisque, effectivement, je vois bien la date à laquelle est arrivée cette famille afghane et je pense qu'elle a été forcée de quitter son pays. Et aujourd'hui, dans la situation de conflit européen, est-ce que la ville de Colombes a été sollicitée pour accueillir des familles ukrainiennes? Voilà. Moi, si vous voulez, ce que je vous propose, peut-être au prochain Conseil de juin, c'est de faire un point sur la situation des Ukrainiens à Colombes, plutôt de manière globale. Très bien, puisque certaines villes ont été sollicitées, c'est pour ça que je vous demandais si Colombes l'avait été aussi. Je vous remercie, monsieur le maire. Julien, pardon. Oui, concernant l'accueil des familles ukrainiennes, en fait, excusez-moi. Nous avions mis à la disposition du Secours catholique des locaux dans le cadre d'un hiver solidaire dans des locaux attenants à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Ces locaux ont été mis à disposition pour accueillir des familles. Je crois que c'est actuellement le cas. Par ailleurs, dans le cadre de la réhabilitation d'un logement propriété de CHP qui a abouti récemment, nous avons mis ces locaux à disposition de du préfet qui lui centralise les
capacités d'accueil sur le département. Et à ma connaissance aujourd'hui, ces locaux n'ont pas été sollicités par monsieur le préfet. Donc on est en capacité d'accueil. D'ailleurs, ça nous pose une vraie question au niveau de Colombes Habitat Public parce que aujourd'hui ces locaux sont vacants et on souhaiterait qu'ils soient occupés parce que la crise du logement, elle est toujours là. Mais on attend de voir un peu aussi l'évolution de la situation qui est instable. Voilà. Je crois qu'il y a monsieur Dulac qui a aussi une remarque à faire. Oui, pour information, nous accueillons aujourd'hui 17 enfants ukrainiens dans le premier degré. On reviendra sur cette question au mois de juin. Alors, ah oui, il faut voter, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité, merci. Madame Sceaux, délibération numéro 9. Oui, c'est une délibération classique qui concerne la tarification des foulées olympiques colombiennes, manifestation que nous avons relancée puisque l'ancienne majorité municipale l'avait supprimée. Donc cette année, les foulées olympiques auront lieu le 16 octobre 2022. La date a été choisie en accord avec nos différents partenaires, notamment avec le club d'athlétisme, l'ACC. Et il vous est proposé pour cette édition 2022 de maintenir le tarif à 10 € le dossard pour la course des 10 km. Merci. Des questions Monsieur Don? Oui, je voulais savoir si la course était qualificative pour le championnat de France des courses. Avez-vous pu obtenir un label régional ou national? Vous l'aviez évoqué l'an dernier. Je vous remercie. La course a été labellisée puisque nous avons réussi avec brio l'exercice 2021. Quel label, Madame Sceaux, puisque vous le savez, il faut à peu près 3 ans pour que de nouveau vous ayez le label championnat de France. On n'entend pas. Quel label avez-vous reçu, puisque vous savez que, comme Non, vous mais le savez, c'est pas un label. Quand Non, je dis mais qu'elle est labellisée, c'est-à-dire qu'elle se retrouvera sur des sites spécialisés pour des courses de 10 km, ce qui n'était pas le cas puisqu'elle avait disparu du paysage sportif. Et donc, on a dû faire venir des représentants de la Fédération française d'athlétisme qui ont examiné le parcours qu'on a proposé en novembre 2021 et qui l'ont jugé tout à fait adapté pour qu'elle soit labellisée et référencée pour les coureurs de 10 km. Mais elles compteront pour le championnat de France 10 km? Non, elle n'est pas labellisée pour le championnat de France, Voilà. Elle est labellisée pour les coureurs de 10 km. Mais vous inquiétez pas, on y va petit à petit, au bout d'une année déjà revenir sur le périmètre, c'est pas mal. Mais je n'ai rien dit, je vous pose la question, c'est tout. Merci beaucoup. De rien. Merci. Après cet échange, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10, toujours Madame Sceaux. Oui, c'est toujours concernant la tarification là, pour les équipements municipaux. Comme vous le savez, notre ville loue ses équipements sportifs aux établissements d'enseignement comme les lycées ou encore les collèges, mais aussi à des associations qui sont non colombiennes. Aujourd'hui, ce coût horaire, il est de 20 €, alors que le département des Hauts-de-Seine a récemment augmenté son coût et l'a porté à 25 € de l'heure, soit une dépense supplémentaire pour la collectivité de 20 000 € par an. Et donc, dans un souci de réciprocité et en accord avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, il est donc proposé de porter le tarif horaire des installations communales à 25 € dès lors qu'elles sont utilisées par des collèges. Merci. Des observations, des questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité. Merci. Monsieur Bachelet, la délibération numéro 11. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit d'une délibération qui concerne le déclassement d'une partie de terrain à usage d'espace public. La ville de Colombes est propriétaire d'un terrain à usage d'espace public 5 rue du 11 novembre 1918 à Colombes, cadastré section AC numéro 426 d'une superficie de 46 m², libre de toute occupation ou location correspondant à un espace vert, un trottoir et un empiètement de stationnement relevant ainsi du domaine public. Une partie de cette parcelle est à usage de terrain engazonné et clôturé.
ayant donc perdu tout usage à caractère public. La SCI Yom, représentée par M. Manis Hussein, a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'une partie de la parcelle précitée d'une superficie d'environ 24 m², conformément au projet de plan de division établi le 6 avril 2022 par Renfert et Venant, géomètre expert, en vue d'aménager l'entrée de l'immeuble lui appartenant. Il a donc été constaté par arrêté du maire numéro 2022-3976 du 21 avril 2022 la désaffection de la parcelle précitée. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prononcer le déclassement de la parcelle précitée, cadastrée section AC numéro 426 PA, d'une superficie d'environ 24 m², conformément au projet de plan de division établi le 6 avril 2022 par Renfert et Venant, géomètre expert. Merci. Merci. Des questions, des observations? On peut faire la 11 et la 12. Butet. On peut faire la 11 et la 12 en même temps. Attendez, qui est-ce qui parle là? Je ne sais même pas. Ah, Monsieur Pic. Monsieur Pic. Oui, monsieur le maire. Merci quand même de vous inscrire. Attendez une seconde, Monsieur Pic. C'était une suggestion simplement, c'était de traiter la 11 et la 12 en même temps. Voilà, monsieur. J'ai rien compris. Monsieur Pic suggère de faire la 11 et la 12 en même temps. Oui, mais en fait, ça va aller plus vite. Voilà. Monsieur Butet. Oui, enfin, sur le principe, moi, je n'y vois rien à redire. Simplement, ce qui aurait été bon pour éclairer le conseil municipal, c'est qu'on ait sans doute le projet de permis de construire qui doit être lié à l'aménagement de cette nouvelle entrée pour qu'on se rende compte de la qualité que cette cession permet d'apporter finalement au visage de l'espace public de ce côté-là, parce qu'effectivement, il y a quelque chose à traiter. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a moyen de nous faire passer à un moment ou à un autre le plan de cet aménagement d'entrée que veut faire cette SCI à qui on cède une partie donc, de cet espace public pour en voir véritablement l'intérêt. Parce que là, comme ça, c'est un peu... voilà. Mais on ne doute pas de l'intérêt que ça, mais on aimerait le vérifier. Monsieur Bachelet. La réponse est simple, monsieur Buteil, c'est qu'il suffit que vous alliez au 5 rue du 11 novembre 1918, c'est juste à côté, pour voir l'aménagement qui a été réalisé par la SCI Yom, puisque là, on est dans une régularisation. Ils ont déjà eu leur permis, les travaux ont été réalisés, et donc on les a autorisés à faire les travaux sur le domaine public parce que c'était une entrée d'immeuble et que donc les gens sont adressés là et que s'ils n'avaient pas d'entrée, c'était un petit peu compliqué pour les gens d'habiter dans un immeuble sans entrée aménagée. Mais on avait indiqué qu'effectivement, il y aurait un déclassement de la parcelle utilisée pour réaliser cette entrée et que donc il fallait que ça passe au conseil municipal, qui est un géomètre expert, et que tout serait régularisé. Et donc c'est l'objet des deux délibérations que je vous présente. Et effectivement, la deuxième délibération est en lien avec la précédente et elle viendra la compléter utilement. Juste deux. Juste deux. Aurait pu mieux faire alors, parce que le résultat n'est pas non plus extraordinaire. Ah, vous voulez dire les aménagements réalisés? C'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant. Oui, c'est ça. Mais beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. Pour ceux qui ont de la mémoire. Mais on peut faire le tour de Colombes, comme ça vous verrez, il y a plein de choses qui n'étaient pas mieux avant. Non, mais après, je ne vous dis pas s'il avait fallu faire plus d'aménagement, les investissements, là. On est sur... je comprends. Allez, on va passer au vote, pardon. Qui est pour? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité, merci. Délibération suivante, Monsieur Bachelet. Donc, comme je l'indiquais, la délibération suivante découle de la précédente, puisqu'après le déclassement d'une partie d'un terrain à usage public, nous allons procéder à la cession du dit terrain. Donc, on est toujours au 6-5 rue du 11 novembre 1918 à Colombes, cadastrée section AC numéro 426 PA, d'une superficie d'environ 24 m², à la SCI Yom, représentée par M. Manis Hussein. Et donc, pour céder cette parcelle, il y a eu évidemment une évaluation qui a été faite, et la ville a proposé à la SCI Yom l'acquisition du bien précité au prix de 8 750 €. Et cette proposition d'acquisition au prix a été acceptée par le futur propriétaire, donc la SCI Yom. Il est donc proposé au conseil municipal la cession à la SCI Yom de la parcelle cadastrée section AC numéro 426 PA d'une superficie d'environ 24 m²,
au 6-5 rue du 11 novembre 1918 à Colombes, au prix de 8 750 €. Merci. Observation? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité. Merci. Délibération numéro 13, Monsieur Canté. Bonsoir. L'association APE-HAG et ses partenaires ont lancé en 2008 une pépinière d'entreprise dénommée Quai des Entrepreneurs, située au cœur du port de Gennevilliers. Cette structure héberge chaque année une quarantaine de jeunes entreprises. Depuis 2013, plusieurs villes de la boucle nord de Seine, dont Colombes, ont pris la décision de contribuer au fonctionnement de la pépinière via son cofinancement, mais aussi en participant régulièrement à son conseil d'administration. Cette participation permet de compléter le parcours résidentiel des jeunes entreprises en offrant à ces derniers un site adapté à leurs besoins. C'est pourquoi le conseil municipal est invité ce jour à adopter le montant de la subvention de fonctionnement à verser à l'APE-HAG pour l'exercice 2022, soit 6 000 €, montant inchangé depuis 2015. Merci. Monsieur Butet. Juste une question. Ah, Monsieur Butet. Oh là, il y a du monde. Allez-y, Monsieur Butet. D'accord. J'avais juste une petite question pour savoir quels sont les Colombiens, les sociétés colombiennes qui sont logées là-bas. Est-ce qu'on a des petits éléments de réponse sur ce sujet-là? Merci. Merci. On va prendre toutes les questions. Monsieur Môme. Sur cette délibération... Parlez dans le micro. Sur cette délibération, je dirais, elle est de 6 000 € depuis 2015. Est-ce que, j'ai juste une question, est-ce que c'est parce que c'est le montant que réclame cette pépinière, ou bien c'est un choix de ne pas avoir indexé cette subvention à l'inflation, parce que ça fait quand même 7 ans qu'elle est à 6 000. Grosso modo, avec 6 000, on fait moins de choses aujourd'hui qu'auparavant. Merci de me répondre. Mal entendu. Hein. Monsieur Gudicelli, il me semble qu'il y avait. Non, non. Monsieur Don. Oui, c'était la même question qu'en fait que mon collègue Denis. Combien y a-t-il de créateurs d'entreprises colombiens dans cette pépinière? Je sais qu'à une époque, on évoquait 20% de la pépinière. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce chiffre? Merci. Merci. Souleymane, tu as la réponse? Sinon, moi, je peux la donner. Donc, depuis 2005, on est à 11% d'entreprises colombiennes, donc 24 entreprises colombiennes. Concernant, pour la deuxième question de Monsieur Mo, désolé, on est, excusez-moi. Oui, donc en fait, comme on est dans une situation de cofinancement, on va pas décider de nous-mêmes de modifier les prix de participation, puisqu'on participe directement avec les autres villes de la boucle nord de Seine. Donc le montant reste inchangé et il n'y a pas de raison pour qu'on puisse le modifier. On a du mal ici à entendre le son. Il n'y a pas de retour. Tu as dit le chiffre? Oui, je l'ai dit. Vous n'avez pas entendu? Non? 11%, on a entendu. Oui, on a 11% depuis 2005, donc 24 entreprises, pardon. Et concernant le cofinancement, on est sur, du coup, sur un cofinancement, on n'a pas de raison de changer le prix le financement de 6 000 €. D'accord. Et sur le nombre alors en complément de ta réponse, on a 24 porteurs de projets depuis 2015 dans cette structure. Oui, j'aurais voulu une autre précision. Combien de temps une entreprise reste dans cette pépinière? Parce que vous parlez de 11%. Alors, ce qui aurait été bien, Monsieur Don, je m'excuse, mais il y avait une commission, lundi soir. Il aurait fallu faire remonter ces questions-là pour qu'on vous apporte des réponses plus précises ce soir. Mais là, on ne peut pas rentrer dans ce type de détails maintenant. On vous les apportera ultérieurement.
mais on ne peut pas vous répondre instantanément. Il aurait fallu le faire passer en commission. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité, merci. Délibération numéro 14, toujours Monsieur Canté. La délibération numéro 14 fixe le montant des droits de place de la fête de la Cerise pour 2022. Depuis de nombreuses années, la ville de Colombes organise annuellement une fête de la cerise. En 2022, cette fête se tiendra le 4, 5 et 6 juin. Dans le cadre de cette manifestation, des stands sont proposés aux commerçants souhaitant vendre leurs produits aux visiteurs. La mise à disposition de ces stands relève des régimes des droits de place liés à l'occupation du domaine public. Comme les années précédentes, la municipalité souhaite apporter son soutien aux commerçants colombiens en leur proposant un tarif préférentiel dans le cadre de cette manifestation locale. Pour les commerçants colombiens, la location d'un stand de 3 mètres sur 3 s'élèvera à 120 € pour 3 jours, d'un stand de 4 mètres sur 3 à 150 € pour 3 jours. Quant aux commerçants non colombiens, le montant s'élèvera à 150 € pour 3 jours. Et pour un stand de 4 mètres sur 3 pour les commerçants non colombiens, le montant s'élèvera à 200 € pour 3 jours. Par ailleurs, les exposants ayant une activité non commerciale ou dont l'objet principal est l'insertion des personnes en situation de handicap ne sont soumis à aucun droit de place. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer pour adopter le montant des droits de place relatifs aux commerçants proposés sur la fête de la cerise. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Don. Oui, monsieur le maire, je n'ai pas vu de tarif pour les manèges forains. Est-ce à dire qu'il n'y en aura pas? La plupart des manèges forains se tiendront sur la place Henri Neveu. La plupart des activités des manèges seront gratuits, mais des exposants seront payants. Non, pas directement pour les Colombiens et les non-Colombiens. Donc il y aura des manèges. D'accord. Ils ne payent pas de redevances comme les commerçants. Monsieur Don, là on définit des tarifs. Vous avez un programme par ailleurs de la fête de la cerise. Et donc, vous regarderez les animations, le petit train, les manèges, etc. Vous aurez même le loisir de vous promener dans la ville si vous ne la connaissez pas bien. Voilà. Non, mais les Colombiens ont le droit de savoir. Il y avait un tarif l'an dernier pour les manèges, il n'apparaît pas cette année. Donc, je me pose la question. Écoutez, je ne me souviens pas de ce qu'il y avait l'année dernière, mais si vous avez une excellente mémoire, peut-être, voilà. On va passer au vote. Et l'année dernière, il n'y avait pas de cinéma, et là, il y aura un cinéma plein air avec un film qui s'appelle Cruella. Oui, mais ce n'est pas la question. Allez. Vous connaissez? C'est le surnom de notre ancien maire. Non, mais elle était là tout à l'heure, d'ailleurs. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité, merci. Délibération numéro 15, c'est Madame Mestre. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'adopter la convention cadre triennale de labellisation de la cité éducative. Donc le projet des cités éducatives, c'est un programme gouvernemental expérimental avec un pilotage et des moyens qui sont attribués par le ministère chargé de la ville et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il consiste à renforcer la dynamique de coopération des acteurs engagés dans les quartiers prioritaires, à mettre en synergie des moyens humains et financiers supplémentaires à destination des publics de 0 à 25 ans, rencontrant des difficultés socio-éducatives et des risques avérés de décrochage global. Il a aussi pour but d'inventer de nouvelles façons de travailler entre partenaires au bénéfice de ces publics cibles. Les cités éducatives sont intégrées aux politiques publiques qui sont mises en œuvre par ailleurs dans les mêmes quartiers, renouvellement urbain, prige, solidarité, sécurité, etc. Et les actions doivent être renforcées dans 3 directions imposées par le cahier des charges: conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative
ouvrir le champ des possibles en termes de méthode de travail des acteurs et aussi d'ambition pour les publics. La ville de Colombes, en lien étroit avec les services de l'État et de l'Éducation nationale et les différents partenaires du territoire, a élaboré et déposé un dossier de candidature pour le quartier du Petit Colombe-Grève lors du lancement du dernier programme des cités éducatives. Alors pourquoi le Petit Colombe-Grève? Il a été choisi parce qu'il répondait au cahier des charges qui est très précis, notamment pour 2 critères: la discontinuité géographique des quartiers prioritaires de la ville, qui ne permettait pas de répondre à ce cahier des charges, même si on aurait rêvé que ça fonctionne sur tous les quartiers prioritaires, et le fait qu'il y ait un programme NPRU uniquement sur le Petit Colombe. Par courrier en date du 24 février, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la ministre déléguée chargée de la ville et la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire ont annoncé la labellisation de la ville de Colombes pour le quartier Petit Colombe-Grève, faisant de nous la seule ville à être sélectionnée dès la première candidature. La ville a même eu le privilège d'accueillir 2 ministres venus soutenir cette labellisation et tout le travail fait autour de ce projet. Notre cité éducative aura pour vocation de fédérer tous les acteurs autour de l'école en recherchant cohérence et efficacité. Elle devra mobiliser les partenaires autour des 0-25 ans, petite enfance, premier et second degré, l'accès aux études supérieures, les lieux culturels, sportifs et éducatifs, les acteurs du soutien à la parentalité, les acteurs de l'orientation et de l'insertion et bien d'autres encore. Elle vient en complément du réseau d'éducation prioritaire et du programme de réussite éducative déjà existant sur la ville. Elle doit permettre de créer de nouvelles méthodes de travail par une meilleure connaissance mutuelle des partenaires et une meilleure synergie. Cet élan pourra être un laboratoire à étendre aux autres quartiers prioritaires. D'ailleurs, il y a déjà quelques pistes de prise sur le quartier des Fossés-Jean dans l'élan de la cité éducative. Le collège du secteur, le collège Marguerite Duras et son chef d'établissement deviennent chefs de file de cette cité éducative. Le diagnostic a été élaboré dans le dossier de candidature et il a conduit à identifier 5 enjeux prioritaires: l'accès à la santé et notamment à la santé mentale, l'accès au sport et à la culture en lien avec la préparation de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques à Colombes, la petite enfance pour préparer l'entrée dans le monde scolaire, les jeunes pour les rendre acteurs de leur orientation et de leur insertion professionnelle, et bien sûr le lien avec les familles pour les soutenir dans leur rôle de parents. La dimension expérimentale d'une cité éducative est fondamentale, rien n'est figé. Il faut créer ensemble dans le respect des objectifs, bien sûr. Cette labellisation ouvre droit à l'attribution de crédits de 300 000 € en crédit politique de la ville et 15 000 € en crédit éducation nationale par an sur une durée de 3 ans, avec 285 000 € pour la ville qui seront gérés par le CCAS et 30 000 € qui seront versés et gérés par le collège Marguerite Duras. La gouvernance d'une cité éducative repose sur une troïka, ville, État et éducation nationale, et toutes les grandes orientations et prises de décision se feront à 3 en totale collaboration. Afin de bénéficier de ces financements, de fixer les orientations stratégiques et le plan d'action de la cité éducative ainsi que ses modalités d'organisation et d'évaluation, une convention cadre et des annexes doivent être signées entre l'État et la ville de Colombes et l'éducation nationale. Je remercie les services de la ville, notamment M. Gaïb, chef de service à la politique de la ville, pour leur travail et leur engagement permanent autour de ce projet. Je remercie pour leur précieuse collaboration pour l'État, Mme Claire, la préfète à l'égalité des chances, et M. Play, délégué du préfet. Pour l'éducation nationale, Mesdames Templier et De Villers, les 2 principales qui se sont succédées au collège Marguerite Duras. Mme Barrère, inspectrice du premier degré pour l'éducation nationale, et le chargé de projet opérationnel, M. Duluc. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention pour la ville. Avant de passer au vote, je vais répondre aux questions qui ont été posées lors de la commission unique lundi soir. Donc vous avez souhaité connaître le cahier des charges de la cité éducative. Alors c'est un document public, il suffit de taper citééducative.fr. Vous arrivez sur le site national des cités éducatives. Il y a le cahier des charges de l'appel à projet du 28 juin et un certain nombre de documents passionnants sur la vie des cités éducatives. Donc ce document est vraiment en accès libre. Et pour ce qui est de l'avis conjoint de l'État et de l'Éducation nationale, alors nous avons un courrier de 4 pages dont je ne vais pas vous faire la lecture littérale, mais je vais vous en donner quelques passages. Le projet présenté par la ville de Colombes, en lien avec l'ensemble de ses partenaires, repose sur une dynamique partenariale forte à l'échelle du quartier en politique de la ville du Petit Colombes. Il existe en effet des connexions solides entre le collège tête de réseau d'éducation prioritaire, les écoles associées, la préfecture, la ville et les associations nombreuses qui mènent des actions éducatives, culturelles, sportives en faveur de l'insertion professionnelle.
Ces actions relèvent soit de la réussite éducative, soit du contrat de ville, soit du droit commun. Cette candidature illustre la volonté de la municipalité, issue des élections municipales de mars 2020, de s'engager dans un partenariat constructif avec l'État dans toutes ses composantes. Ainsi, sur le plan de l'éducation, la ville a engagé des travaux pour bâtir un projet éducatif territorial en lien avec l'État et l'éducation nationale, dans lequel s'inscrira la cité éducative du Petit Colombe. Et la conclusion, compte tenu de l'engagement remarquable des acteurs locaux et de la situation préoccupante du territoire, du point de vue social, économique et scolaire, il apparaît que la création d'une cité éducative nationale organisant une coopération stable et dotée de moyens supplémentaires est pleinement justifiée. Bien évidemment, le courrier sera mis à disposition dans son intégralité. Je vous remercie. Merci Madame Mess. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Madame Habitat, Madame Legmara, Monsieur Perrotel. Allez-y, Madame Habitat. Oui, pardon, merci. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une très bonne mesure gouvernementale. Donc, je voulais vraiment à la fois saluer cette initiative du gouvernement qui, moi, vraiment, à titre personnel, me semble particulièrement intéressante puisqu'il s'agit de faire travailler ensemble pour le bien commun, l'État, les collectivités locales et l'éducation nationale. Et puis, voilà, je voulais aussi féliciter la ville de s'être emparée brillamment voilà, de ce projet gouvernemental. Bravo. Merci, merci à vous. Madame Legmara. Je vous remercie. Alors, il est difficile d'être contre une quelconque initiative qui ambitionne de favoriser la réussite scolaire, qui ambitionne de restaurer la mixité scolaire, si tant est qu'elle n'ait jamais existé, qui ambitionne de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, qui ambitionne d'ouvrir le champ des possibles, etc., etc. Donc tous ces objectifs ambitieux sont louables parce qu'au cœur de notre triptyque républicain, parce que la méritocratie républicaine ne peut plus être un mythe. Notre système éducatif devient dichotomique, l'écart se creuse de plus en plus entre les élèves favorisés et défavorisés depuis 30 ans. Le destin scolaire ne doit pas être, ne peut plus être lié à l'origine sociale. Nous voterons donc bien évidemment cette délibération parce qu'elle est pleine d'espérance pour les plus fragiles. Colombe rejoint aujourd'hui les 80 territoires qui ont déjà obtenu le label depuis 2019. Pour autant, notre vote n'est pas un blanc-seing. Des millions ont déjà été déversés sur les banlieues, avec les résultats que nous connaissons, ou plutôt l'absence de résultats que nous connaissons. Donc nous serons attentifs au bilan, à la fois qualitatif et quantitatif, que vous présenterez, je l'espère, au fil de ces 3 ans. Et puis, je n'en doute pas, vous comme nous n'hésiterons pas à féliciter le président Macron pour ce pari aussi ambitieux que risqué, si l'objectif est atteint. Je vous remercie. Merci. Monsieur Perrotel. Monsieur le maire, ça va être un secret pour personne. Je vais bien sûr, évidemment, voter à deux mains sur cette délibération, puisque je suis effectivement en contact de publics très fragiles. Je voulais juste, Madame Choquet, si vous aviez un moment, de pouvoir me transmettre, par rapport aux objectifs, les moyens humains que vous avez... Alors moi, c'est Madame Mestre. Madame Mestre, excusez-moi. Excusez-moi, Madame Mestre. Mais si vous aviez déjà... Elle a eu très peur. Donc, excusez-moi, Madame Mestre. Mais si vous aviez déjà fléché des embauches pour pouvoir mettre en place ce dispositif, voilà, mais dans un deuxième temps. Mais félicitations et puis bravo pour rejoindre cette belle initiative pour protéger les plus fragiles. Alors, pour répondre à votre question, mais j'imagine que vous avez étudié attentivement le tableau prévisionnel, qui reste un prévisionnel parce que l'avantage de ce dispositif, c'est qu'effectivement rien n'est figé. Il y a l'embauche d'un chargé de projet parce que ça nécessite une coordination importante et une gouvernance à 3, c'est jamais simple. Donc ça nécessite effectivement quelqu'un qui va être au centre de tout ça.
un chargé de prêt rationnel qui sera financé, et ça c'était dans le cahier des charges aussi, hein, à 70% par le fonds Cité éducative et à 30% par la ville. Et c'est la base de toutes les actions de la Cité éducative, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à 100% sur un financement. Pardon ? Oui, je réponds à la question de M. Perrotel. Vous la retrouverez dans la délibération 17. Voilà, on est cohérent. Vous m'avez fait perdre le fil, monsieur le maire. Voilà, je disais que dans le cadre de l'ensemble des actions de la cité éducative, il n'y avait jamais de financement à 100%. Voilà, on est toujours sur un cofinancement. Ça fait partie, vous l'avez vu aussi dans le tableau de financement, puisqu'il y a un report. Ça fait partie des demandes. Voilà. Pour ce qui est des félicitations au président, je tiens quand même à dire qu'on est sur une politique locale aussi, hein, que les cités éducatives existent depuis plusieurs années et que nous, on y est allés, voilà, ce qui n'a pas été le cas avant. Et j'espère bien qu'on va réussir à vous prouver des choses, c'est l'objectif. Voilà, merci. Je me permets juste, Madame Mestre, effectivement, pour avoir fait le tour de certains territoires qui ont mis en place, la grosse difficulté, c'est de trouver des intervenants de soins. C'est véritablement aujourd'hui la problématique. Et je souhaite bon courage à l'équipe et si je peux aider dans tous ces contacts, je me permettrai de vous envoyer. Mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui, la dimension soins est difficile à mettre en place parce qu'on manque de personnel. C'est pas innocent que ce soit la priorité numéro 1, voilà. Et effectivement, c'est un enjeu, voilà. Mais si on n'essaye pas, et effectivement, il y a une vraie demande sur le terrain à laquelle on se doit de répondre. Voilà. Je vous remercie. Je voudrais juste dire un mot sur cette délibération. Alors, Madame Legmara disait qu'elle serait attentive à la manière dont ça se déroulerait. Et effectivement, nous aussi, parce qu'il y a des engagements de plusieurs partenaires, éducation nationale, État et communes, plus tous les acteurs de terrain. Et c'est bien ça qui est important, c'est d'arriver à mettre ensemble ces acteurs et de les faire avancer en mettant les familles et les enfants au cœur de ce projet. Et je voudrais vous faire part aussi de mon forme d'agacement. Le fait que Madame Delattre ait posé la question en commission sur la position du préfet, qu'a dit le préfet, comment il a réagi. Alors, Madame Mestre vient de lire la restitution de l'avis du préfet, qui m'a en plus personnellement félicité de fait, et on l'avait déjà évoqué dans un conseil précédent, hein, que c'est pas ce label, mais voilà, ce dispositif a été accordé. Ce dispositif a été accordé à la ville de Colombes dès la première présentation, alors que dans d'autres villes, ça se faisait en 2 ou 3 sessions. Donc on peut être fier aussi, et Madame Mestre l'a fait, en remerciant aussi l'ensemble des services qui ont travaillé d'arrache-pied dans un temps un peu court. Mais mon agacement, il est sur le fait que en posant ce type de questions, Madame Delattre, vous créez une forme de suspicion. Alors, je vais peut-être vous donner une mais explication. attendez, laissez-moi Monsieur le finir, maire. je ne vous ai pas interrompu, voilà. Une forme de suspicion. Ah, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que le préfet, il est d'accord? Est-ce qu'il a trouvé s'il a trouvé que c'était bien? Et prouvez-nous que le préfet... Voilà. Mais c'est incroyable quand même, parce que aujourd'hui, les services ont travaillé, les services de la ville, les services de l'État, les services de l'éducation nationale, tout le monde a travaillé, et vous êtes là en train de vous demander si le préfet était content ou pas content. Et il est très content, le préfet. Il est très content, le préfet, et il nous félicite, et il nous encourage, et il est à nos côtés. Et franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, je sais que vous êtes en campagne électorale, vous êtes suppléante d'une titulaire qui était en bas de la mairie tout à l'heure et qui m'avait dit qu'elle ne s'intéresserait pas aux affaires locales et qu'elle s'occuperait uniquement d'affaires nationales parce que les élections législatives, c'était les élections nationales. J'en déduis que la patinoire, c'est une patinoire de niveau national et que vous n'hésiterez pas à aller voir la ministre des Sports pour lui demander un soutien fort et massif sur la reconstruction de la patinoire.
Voilà. Mais franchement, à un moment donné, il faudra peut-être arrêter, Madame Delatte, parce que Vous pouvez vos me laisser la parole, s'il parce vous que plaît vos courriers au préfet, vos remarques par-ci, vos remarques par-là, à un moment donné, calmez-vous et puis intéressez-vous au dossier et intéressez-vous et félicitez-vous plutôt qu'il y ait des beaux projets qui soient conduits par cette municipalité. Alors, Monsieur le maire, je me permets de vous répondre. Quand je demande des documents, c'est parce qu'ils sont mentionnés dans la délibération, ça fait partie des visas, et comme tous les visas d'une délibération, les élus locaux ont la possibilité de consulter ces documents. Mais bien sûr, madame, Donc mais c'est bien pour sûr. cela que je vous demande Mais bien ces sûr, documents. mais bien sûr. Et je crois que vous interprétez... Alors, Et d'ailleurs, si vous je allez peux me voir- permettre, pour lever toute suspicion, je vais me lever et je vais vous confier ce courrier, vous pourrez le lire. Merci. Et j'avais demandé aussi autre chose. Il y avait un autre document. Je crois qu'il y avait également un autre document que j'avais demandé. Je vous remercie, madame. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? J'ai compris que tout le monde votait pour. Hein. Qui ne prend pas part au vote? Donc unanimité. Je vous remercie. Alors, M. Agoumala étant absent pour cause d'heureux événements, je vais présenter ces délibérations. La numéro 16. Suite aux évolutions réglementaires, un comité social territorial doit être obligatoirement créé pour toutes les collectivités dont l'effectif global est au moins égal à 50 agents. Par ailleurs, les collectivités de plus de 200 agents doivent également créer une formation spécialisée pour les conditions de travail au sein du CST, du Comité social territorial. Cette instance verra le jour après les élections professionnelles de fin d'année qui auront lieu le 8 décembre 2022. Comme pour l'actuel comité technique, il est proposé de créer un comité social territorial commun avec le CCAS qui sera rattaché à la commune. Le conseil d'administration du CCAS a approuvé la délibération qui donne naissance au CST rattaché à la ville. La délibération doit également fixer la composition du CST après consultation des organisations syndicales. Celles-ci ont été rencontrées le 10 mai 2022. Les échanges ont notamment porté sur le nombre de sièges. Les organisations syndicales ont souhaité maintenir le nombre de sièges à 6. Ça tombait bien parce que la municipalité aussi. Il est également proposé de maintenir le paritarisme numérique en proposant 6 sièges pour le collège des représentants employeurs et le recueil des voix de ce collège. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Monsieur Don. Oui, monsieur le maire, les comités techniques et le CHSCT sont donc réorganisés sur le modèle de la réforme de 2017 déjà adoptée par le secteur privé, où là, ça s'appelle le CSE. Je voulais savoir si les suppléants pourront participer aux réunions du CST. Je suis moi-même suppléant du CSE de mon entreprise et je participe à ces réunions. Je vous remercie. Alors, a priori, je ne connais pas la réponse technique, mais je pense que oui, puisqu'aujourd'hui, au comité technique ou au CHS, les suppléants peuvent participer, mais ne prennent pas part au vote. Donc, ce n'est pas une difficulté majeure, en principe. Mais on est dans le secteur public, on n'est pas dans le secteur privé. Mais là encore, la commission de lundi soir, si vous aviez posé la question, on aurait pu préparer. Voilà. Deuxième délibération, 17, la modification du tableau des effectifs. Ah, pardon, on n'a pas voté. Qui est pour? Oui, unanimité, merci. Personne contre? Personne s'abstient? C'est parfait. Délibération suivante, la 17, modification du tableau des effectifs.
Donc, pour mener à bien les projets impulsés par la collectivité, il convient de mettre en conformité le tableau des emplois par la création. Alors, le tableau qui est dans nos comptes financiers reste inchangé, hormis les 2 postes qui sont ajoutés là, avec la création des 3 postes, 2 postes de conducteur de travaux en rénovation énergétique de niveau ingénieur, et un poste de chef de projet cité éducative de niveau attaché que Valérie Mestre a évoqué tout à l'heure. Qui a des observations? Des questions? On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui? Vous vous abstenez? C'est une question ou c'est un vote? Vous abstenez, d'accord. Tout le monde dans l'opposition s'abstient? Non? Qui est pour? Merci. Monsieur Narbonnet, la délibération numéro 18. Oui, bonsoir Monsieur le maire, chers collègues. Je vais donc vous parler du Conseil communal des jeunes. Dans le cadre des engagements que nous avons pris auprès des Colombiens pour renforcer le socle de notre démocratie par l'éducation de notre jeunesse à la citoyenneté, nous avons souhaité refondre notre Conseil communal des jeunes à la fois dans son organisation, dans ses publics cibles, ses modes de gouvernance et ses modes de représentation. À qui s'adressait-on jusqu'ici? Uniquement à une petite poignée de collégiens avec un mode de désignation qui ne ressemblait absolument en rien au modèle selon lequel se passe une élection municipale. À qui s'adressera-t-on demain? Toujours aux collégiens de la ville, mais nous avons fait le choix d'inclure et de permettre l'expression désormais des lycéens de Colombes, des jeunes en situation de handicap qui sont en formation au sein des, des écoles, des structures inclusives scolaires de la ville, chère Sally Ochi, et également aux jeunes qui sont inscrits dans un parcours professionnel d'insertion, qui sont en décrochage scolaire. Le fonctionnement du dispositif est assez classique, rien de bien révolutionnaire. Le jeune retire son dossier de candidature donc auprès des CPE de son établissement, il rédige une profession de foi, il part en campagne comme pour les élections de délégués. Ensuite a lieu l'élection et c'est là-dessus, sur le mode de désignation, que nous avons souhaité apporter avec Soraya Mesbahi une dose de fraîcheur, toujours en corrélation avec les objectifs éducatifs que nous nous sommes fixés. Donc au sein de nos 7 collèges, nous avons opté donc pour un scrutin de liste, comme lors de l'élection du 28 juin qui nous a respectivement élus, un scrutin de liste qui permette la représentation de chaque niveau scolaire au sein de nos 7 collèges, 6e, 5e, 4e, 3e, selon le binôme 6e, 5e et 4e, 3e. S'agissant des lycées, nous nous sommes rendus compte, notamment avec l'appui de la NACEJ, à laquelle nous avons adhéré lors du dernier conseil municipal, qu'il était difficile d'opter pour le scrutin de liste au collège. Et donc nous avons opté pour un scrutin uninominal qui permet là encore la représentation de tous les niveaux scolaires de nos 4 lycées, donc de la seconde à la terminale. Et là où nous innovons, et nous en sommes particulièrement fiers, c'est que nous réservons 2 sièges pour les jeunes qui sont suivis, qui sont accompagnés par nos clubs de prévention, chère Valérie Mestre, et 2 sièges également pour les jeunes qui sont en formation au sein de nos externats médico-professionnels. Et nous sommes vraiment contents d'avoir travaillé à la fois avec Valérie Mestre, les clubs de prévention, Soraya Mesbahi et Sally Ochi, à la rencontre de ces externats médico-professionnels qui sont vraiment totalement disposés à participer dans cette dynamique. S'agissant du mode de fonctionnement, bon, là rien de bien révolutionnaire non plus, on a opté pour 4 commissions. Une commission organisation-communication qui aura en charge, le pilotage, la coordination de l'instance. Et nous avons souhaité définir 2 thématiques qui sont chères à notre majorité municipale au regard de ce qui nous définit: la transition écologique et l'égalité et la citoyenneté. Et toujours dans le respect des objectifs éducatifs et de nos ambitions en termes de co-construction, nous avons souhaité permettre aux jeunes de pouvoir définir une thématique sur laquelle ils travailleront.
S'agissant de notre conseil communal des jeunes, monsieur le maire, chers collègues, je crois qu'on peut dire que dans cette ville, à chaque fois que la puissance municipale a permis à cette instance de pouvoir jouer son rôle extrêmement dynamique en termes d'apprentissage à la citoyenneté, d'éveil à la citoyenneté, même si ce n'est pas sa vocation, à chaque fois, il a permis, sur tous les bancs, de pouvoir façonner, produire les élus de la République de demain. Et je crois que ce soir, au sein de notre Assemblée municipale, nous sommes au minimum 4 à pouvoir en témoigner. Donc, monsieur le maire, chers collègues, vous l'aurez compris, il est donc demandé à notre Assemblée municipale de bien vouloir adopter le principe de redynamisation de notre Conseil communal des jeunes, auquel nous sommes singulièrement attachés. Merci, monsieur Narbonnet. Des observations? Oh là. Alors, madame Habitat, monsieur Perrotel, monsieur Don, madame Legmara, quelqu'un d'autre? Non? Allez-y, madame Habitat. Oui, merci. Alors, très bien pour voilà, le Conseil communal des jeunes. Moi, je profite de la délibération pour demander ce qu'il en est du Conseil des sages. Parce que sur le site de la ville, donc, il est écrit qu'il y a eu un appel à candidature en 2021 et qu'il y aurait des nominations pour novembre 2021. Je voulais juste voilà, savoir où ça en est, parce que je trouvais que c'est une démarche intéressante. Merci. Merci. Monsieur Perrotel. Oui, je voudrais favorablement à cette délibération. Par contre, c'est juste l'introduction de monsieur Narbonnet qui me gêne parce que j'ai l'impression qu'auparavant, dans l'organisation des élections du Conseil communal des jeunes, il n'y avait pas de démocratie, puisque vous parlez, on s'adressait à une poignée. Vous avez cité ce mot-là. On s'adressait à une poignée, etc. Et que l'organisation des élections dans tous les établissements, c'était pas ça. Voilà. Alors, honnêtement, pour avoir fait le tour des établissements, il y avait un respect de la démocratie. Voilà, merci. C'était le poignet, c'était le mot juste poignet. Je vais prendre la parole. Non, je vais prendre la Madame parole. Legmara, Voilà, alors, pardon. d'accord. Merci, monsieur le maire. Je vais prendre la parole avant monsieur Don qui me cède sa place. J'aurais pu faire la même remarque que monsieur Perrotel, effectivement, Poignet a quelque chose de... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, je disais que j'aurais pu faire la même remarque que monsieur Perrotel sur le terme employé, poignée. Il y a quelque chose d'assez condescendant qui me déplaît, qui méritait d'être relevé. Donc je le relève. Pas de condescendance. Hein. Voilà. L'incident est clos. Alors, je pense sincèrement qu'il est difficile de ne pas être sensible à cette délibération, laquelle permet à notre jeunesse de s'engager dans la vie de la cité, d'apprendre le fonctionnement de la vie locale et des instances démocratiques. Et au-delà d'être des observateurs de ce que je viens de citer, il est important qu'ils deviennent des acteurs de la vie démocratique locale, à la faveur de projets qu'ils construiront eux-mêmes. Donc, je suis ravie que cet objectif figure dans cette délibération et qu'un budget leur sera même alloué. Donc, je m'empresse de vous poser la question de combien sera cette enveloppe, juste pour m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un simple affichage, mais d'une volonté réelle. Et dans la composition, j'apprécie que 2 sièges soient réservés aux externats médico-professionnels. Je trouve que c'est effectivement une avancée. Et ça participe de cette inclusion que nous souhaitons tous. Pour redynamiser le CCJ, vous souhaitez faire appel à l'ANACEJ. Pourquoi pas? Bon, sans doute qu'elle vous permettra de vous aider dans le fonctionnement de ce CCJ que vous souhaitez redynamiser. Et donc, à titre purement informatif, pourriez-vous nous communiquer le montant de cette adhésion, même si je me doute qu'elle ne doit pas être très importante. Alors, vous semblez avoir beaucoup d'ambition pour ce CCJ. Vous parlez de redynamiser. Moi, je parlais même qu'il faudrait peut-être lui donner encore un peu plus d'ambition. Donc, j'aimerais vous faire une proposition pour compléter, renforcer cet engagement citoyen de nos jeunes, pour lui apporter peut-être un supplément d'intérêt. Donc, nous pourrions donner l'opportunité à des membres du CCJ de venir s'exprimer
devant nous, devant cette instance municipale, pour nous rendre compte de leur activité annuelle ou même juste pour nous présenter des projets. Et peut-être que nous pourrions pousser encore un peu plus loin cet engagement, leur engagement dans la vie politique, à la faveur de vœux qu'ils pourraient même présenter au sein du conseil municipal. Je sais que ce genre d'initiative se fait dans d'autres villes et je me dis pourquoi pas à Colombes. Voilà, c'est peut-être une proposition audacieuse, mais qui, j'espère, suscitera votre intérêt. Je vous remercie. Merci, Monsieur Don. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, oui, dans la lignée de ce que j'ai indiqué en commission, je m'étonne qu'on nous présente cette délibération sans règlement précis. En fait, j'aimerais savoir comment vous allez assurer la parité au sein de ce conseil. Est-ce que chaque électeur votera pour une fille et pour un garçon, ou est-ce qu'il y aura 2 collèges électoraux? En ce qui concerne les collégiens et les lycéens qui habitent à Colombes, mais ne sont pas scolarisés à Colombes, est-ce qu'ils pourront participer au CCJ, soit en tant qu'électeurs, soit en tant que candidats, ou les deux? Par exemple, pourront-ils aller voter dans un établissement scolaire de leur choix? J'ai vu que vous aviez prévu autant de suppléants que de titulaires, donc plus d'une 40aine de suppléants. Quel rôle avez-vous prévu pour eux? Est-ce qu'ils participeront au conseil et commission, ou bien participeront-ils uniquement en cas de démission ou départ, ou à chaque absence d'un titulaire? J'ai l'impression qu'on risque de faire beaucoup de frustrés comme ça, en prévoyant 40 suppléants. C'est sûr qu'avant, il n'y en avait pas. Hein. Il n'y avait personne. Et sur le fonctionnement des commissions, seront-elles ouvertes à des personnes extérieures? Je vous remercie. Monsieur Narbonnet. Merci, chers collègues, pour vos questions. Donc, je vais m'atteler à y répondre. Monsieur Perrotel et Madame Legmara, je vous assure, loin de moi, enfin, il n'y avait pas d'esprit polémique. Je partais d'un constat. C'est vrai que lors de la refonte de 2015, petite parenthèse, à laquelle, parle dans le micro, lors de la refonte du Conseil communal des jeunes en 2015, qui est passé de la jeunesse, vous savez, Monsieur Perrotel, à la démocratie locale, et au moment où vous êtes affranchi la majorité précédente de tout passage en conseil municipal et où nous faisons l'exercice de transparence en vous montrant ce soir nos ambitions pour le Conseil communal des jeunes, il a été choisi de, comment dirais-je, en quelque sorte, arrêter l'expression des lycéens et permettre uniquement aux collégiens de pouvoir y participer. C'est ce que je relevais dans mon propos introductif. Madame Legmara, Monsieur Perrotel, chers collègues, je vous remercie infiniment pour l'engouement que vous avez partagé dans le cadre de cette redynamisation de notre Conseil communal des jeunes. En effet, Madame Legmara, ce n'est plus une coquille vide et nous souhaitons véritablement lui donner du sens. Contrairement aux 2500 € qui étaient, comment dirais-je, crédités, enfin, de la ligne budgétaire, qui était abondée sur la ligne budgétaire du Conseil communal des jeunes, nous avons prévu lors du vote du budget de mars dernier, budget que vous avez refusé de voter, 18 800 € en fonctionnement donc, pour le Conseil communal des jeunes. S'agissant du règlement intérieur, Monsieur Don, s'agissant du règlement intérieur, on ne fait pas de la politique de la même façon, Monsieur Don. Nous, on fait de la politique à côté des jeunes et pour les jeunes. C'est-à-dire qu'au regard de l'ADN de notre majorité municipale, nous avons fait le choix de mettre le règlement intérieur en co-construction avec les jeunes. Évidemment, nous reviendrons devant notre assemblée municipale avec ce conseil communal, avec ce règlement intérieur nouveau, afin de le faire valider. Mais pour nous, il était impératif, important, que les jeunes puissent co-construire le règlement intérieur de l'instance, du règlement intérieur qui va régir le fonctionnement de leur instance. S'agissant du travail en commission, Monsieur Don, quelle est l'utilité pour des personnes extérieures de venir participer au travail de commission du Conseil communal des jeunes? Et puis, dernière question, vous avez parlé des suppléants. Comme leur nom l'indique, Monsieur Don, il y a une campagne législative qui s'annonce. Vous savez très bien que les suppléants ne vont pas siéger à l'Assemblée nationale, mais que dans les cadres définis par la loi fondamentale, eh bien, les suppléants auront à, comment dirais-je, exercer leur rôle de suppléant et donc à monter au sein de cette Assemblée municipale. Donc, nous avons constaté avec la NACEJ qui nous accompagne, la NACEJ qui est une association d'éducation populaire et qui est surtout le premier réseau de conseils et d'élus jeunesse et enfance, qui nous a accompagnés dans le cadre de cette redynamisation. Nous avons constaté que très souvent,
il y avait un décrochage et que certains jeunes, comment dirais-je, ne participaient plus avec la même régularité aux réunions de ces assemblées. Et donc, il nous a paru judicieux, pour la première fois, de pouvoir créer les conditions de la suppléance et du remplacement des, comment dirais-je, des jeunes élus démissionnaires ou absents. Et sur la parité, je crois qu'il y a un problème de sémantique dans votre question, monsieur. Donc, vous ne parlez pas de parité, mais plutôt peut-être de la représentation des jeunes filles, parce qu'il y a un phénomène que nous avons constaté avec la NACEJ, et toutes les études le démontrent, il y a plus de jeunes filles qui participent au sein de ces instances que de jeunes garçons. Et l'expérience sur Colombes l'a démontré au cours des 3-4 dernières promotions du Conseil communal des jeunes, il y a à chaque fois plus de filles que de jeunes garçons. Donc le vrai sujet de la parité, c'est comment on fait pour faire en sorte que les jeunes garçons soient un peu plus intéressés et plus d'appétence pour ce sujet-là. Voilà. Pardon? Ah, sur le Conseil des sages, oui, oui. Pardon. Oui, je vais vous répondre concernant le Conseil des sages, qui est en route depuis le mois d'octobre, donc avec 19 membres, 9 anciens membres et 10 nouveaux membres. Ils se réunissent régulièrement, ils se sont réunis en février, en mars, il y a une prochaine réunion au mois de juin. Vous avez les comptes rendus et sur la plateforme participons.colombe.fr. Sur cette plateforme, il y a tous les comptes rendus des conseils de quartier et il y a tous les comptes rendus aussi des réunions des conseils des sages. Merci. Excusez-moi, j'avais fait l'impasse sur la question. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité pour le Conseil communal des jeunes. Merci. Monsieur Narbonnet, toujours pour la 19. Bien, monsieur le maire, chers collègues, je vais vous parler à présent de BAFA citoyen. Dans le cadre de la politique municipale à destination des jeunesses de Colombes et de nos engagements de campagne pour répondre aux besoins exprimés en termes d'emploi et de formation, notamment pour les jeunes de 17 à 25 ans, et conscients collectivement que le BAFA est une porte d'entrée vers les métiers de l'animation et qu'il constitue également une clé pour s'insérer dans le monde professionnel, nous sommes engagés à favoriser l'autonomie et l'insertion socio-professionnelle des 17-25 ans, de le faire de façon méthodologique et respectueuse de la dignité des jeunes, c'est-à-dire en développant leur conscience citoyenne, non pas dans une logique d'assistanat, mais bien dans une quête d'autonomie et de valorisation de l'engagement des jeunes en études et en nouveauté, des jeunes également en insertion. Cet accompagnement, là encore, rien de bien révolutionnaire, va se décliner par l'octroi d'une aide financière de 300 € pour le stage pratique et un accompagnement de qualité, donc opéré par le point information jeunesse tout au long de la formation, c'est-à-dire montage du dossier, la recherche de stage pratique, l'inscription au stage théorique et également la recherche d'autres financements qui sont cumulables avec l'aide que la ville va octroyer, puisque vous le savez, Monsieur Perrotel, le conseil départemental du 92 accompagne, la CAF également, l'État, la réussite éducative, voilà. À qui s'adresse-t-on? Aux 17-25 ans qui sont en études, puisque nous avons fait le choix de privilégier les étudiants, puisque nous considérons que les jeunes qui sont, comment dirais-je, en études ont les moyens, enfin, ont quand même un petit reliquat, un petit pécule qui leur permet de pouvoir s'affranchir de l'aide municipale. Et là, nous avons souhaité innover, puisque nous nous adressons également aux jeunes qui sont en insertion et qui sont donc dans un parcours professionnel personnalisé, donc accompagné par la mission locale. La contrepartie, quelle est-elle? C'est 20 heures de contribution citoyenne, donc de bénévolat, soit dans les associations, dans l'une des associations de Colombes ou au sein des services municipaux. Et l'aide de la collectivité sera débloquée dès 10 heures de bénévolat effectuées. Le fonctionnement du dispositif, là non plus, c'est rien de bien révolutionnaire, du classique. Le jeune vient retirer son dossier auprès du point information jeunesse, auprès du site de la ville. Les informateurs jeunesse instruisent le dossier pour vérifier la conformité des documents. Les candidats sont invités à participer à une réunion d'information obligatoire
avant d'être intégrés dans le dispositif et de venir présenter leur motivation et leur projet donc, devant le jury d'attribution des bourses. Là où nous innovons et nous en sommes particulièrement fiers, puisque ce dispositif, M. Perrotel, je suis désolé, Mme Sola l'a rappelé tout à l'heure, mais il a existé sur un autre dispositif. Ce dispositif existait à la ville de Colombes jusqu'en 2015. À partir de 2015, de façon assez brutale, il a disparu. Bon, nous sommes assez fiers de le réintroduire. Et cette fois-ci, nous le réintroduisons en permettant aux jeunes qui sont suivis par la mission locale de pouvoir accéder justement à cette formation-là, justement pour répondre aux nécessités de formation et d'emploi de ce public. Et nous le faisons encore de façon organisée, puisque nous souhaitons, s'agissant d'un public plus vulnérable, un public en insertion, nous souhaitons leur permettre de pouvoir bénéficier d'une période de mise en situation professionnelle afin de veiller à leur appétence et surtout veiller à ce qu'ils soient bien en phase avec les métiers de l'animation. Et si cette période d'immersion professionnelle est positive, eh bien, le jeune bénéficiera donc de l'accompagnement de la collectivité municipale. Merci, Monsieur Narbonnet. Des observations, Madame Legmara. Madame Legmara, Monsieur Perrotel. Bon, Monsieur Narbonnet, je crains que je vais un peu freiner vos ardeurs, votre enthousiasme, parce que moi, je ne vous trouve pas très généreux à l'endroit de ceux que vous considérez être une priorité, c'est-à-dire notre jeunesse. Alors, vous proposez une aide financière de 300 € pour une formation dont le coût s'élève à environ 1 200 €. Donc, un reste à charge assez conséquent pour des étudiants ou des jeunes en parcours d'insertion. Alors, je me désole quand je compare Colombes à Clichy ou Levallois, puisque la formation y est intégralement prise en charge. Mais je me console quand je regarde du côté de Nanterre ou de Gennevilliers, où là, aucune prise en charge. Donc, on va dire que Colombes se situe un peu à mi-chemin. Et en faisant ma petite étude comparative, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au 10 mai 1974. Et là, ce jour-là, les Français découvraient que la gauche n'avait pas le monopole du cœur. Eh bien, aujourd'hui, on découvre que la gauche n'a pas non plus le monopole de la jeunesse. Je referme cette petite parenthèse historique. Voilà. Notre groupe pense qu'au regard du manque criant d'agents d'animation, vous pourriez augmenter le nombre de bénéficiaires pour pallier les manques dans cette filière. Vous disiez à juste titre, Monsieur Narbonnet, que c'est une porte d'entrée vers les métiers d'animation et on sait qu'il est difficile de recruter dans cette filière aujourd'hui. Et donc, nous sommes convaincus que l'attractivité de cette formation passera inéluctablement par l'aide financière accordée. Voilà, donc j'ai envie de vous inciter peut-être à revoir le montant attribué, parce que 300 € reste bien évidemment très en deçà du montant de la formation. Je vous remercie. Merci. Monsieur Perrotel. Oui, merci, Monsieur le maire, chers collègues. Déjà, 2 points. Vous parlez de points accueil jeunesse. Auparavant, il y avait un BI sur Colombes, un bureau information jeunesse, c'était labellisé. Là, vous parlez de points accueil jeunesse, point d'information jeunesse, excusez-moi. Donc, je ne vois pas pour quelle raison parler aujourd'hui de point information jeunesse et non plus de bureau information jeunesse. Et puis, d'autre part, effectivement, rien de révolutionnaire puisque c'est un dispositif qui a existé. Vous vérifierez vos dates par rapport au fait que ça ne s'est pas arrêté en 2015. Et effectivement, je vous souhaite bon courage. C'est un dispositif qui est courageux, mais vous verrez, difficile à mettre en place sur le suivi des jeunes qui sont en grande difficulté personnelle. Lorsqu'on propose d'abord ce type d'activité, on a beaucoup de mal à les suivre, à les accompagner, parce que vos agents ne sont pas nécessairement formés pour. Mais voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a juste une continuité d'un objectif de vouloir, et vous avez raison, de remettre les plus fragiles ou les jeunes dans une dynamique d'insertion sociale professionnelle positive. Je vous remercie. Monsieur Narbonnet et Madame Mestre. Oui, je vais répondre donc dans l'ordre à Madame Legmara. Madame Legmara, non mais très franchement, ça m'ennuie d'avoir à vous dire ça, j'ai beaucoup d'affection pour vous, mais on récupère la ville,
à l'issue d'une mandature à laquelle vous avez participé, d'ailleurs vous m'avez précédé, mais quelques mois suite au départ de M. Perrotel, à la jeunesse, pendant toute la mandature, vous avez coupé le budget de fonctionnement de plus de 56%, 300 000 € en moins sur l'ensemble de la mandature. On a repris une direction de la jeunesse dans un état, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet beaucoup plus tard. Madame Legmara, cette année, nous augmentons le budget jeunesse de plus de 30%. Et nous essayons justement de remettre des dispositifs, mais pas de le faire de n'importe quelle manière, de le faire justement au regard, comment dirais-je, en corrélation avec les objectifs éducatifs que nous nous sommes fixés. Nous avons fait le choix, non pas de l'assistanat et de la prise en charge intégrale, mais bien de l'accompagnement vers l'autonomie de notre jeunesse. C'est bien ça l'un des maîtres mots de la nouvelle politique jeunesse que nous allons impulser à partir de la rentrée prochaine via les états généraux de la jeunesse, Madame Legmara. C'est quand même la majorité municipale à laquelle vous avez participé qui a mis fin à l'accompagnement intégral du BAFA, donc le dispositif dit BAFA citoyen, dès le BP 2015, c'est-à-dire votre premier exercice budgétaire. 2015, Monsieur Perrotel, 2015, j'ai retrouvé les archives, mais on échangera là-dessus beaucoup plus tard. Monsieur Perrotel, vous m'avez interrogé sur ah mince, j'ai perdu mes notes. Sur le point information. Mais Monsieur Perrotel, mais là encore, vous avez participé à la perte du label du BIGE. Et entre-temps, il y a une nouvelle réforme, non mais vous collectivement, et d'ailleurs, Monsieur Perrotel, c'est quand même vous qui nous informez le jour de votre départ du conseil municipal dans cette même salle, que le budget jeunesse a été sacrifié de 56% sur l'ensemble de la mandature. C'est quand même vous. Donc, alors, Monsieur Perrotel, entre 2019 et aujourd'hui, il y a une réforme qui a été entreprise, et la nouvelle dénomination des BIGE, ce sont des piges, des points information jeunesse. Donc, on s'est mis à la page, on s'est mis à jour, et donc nous sommes en train d'entreprendre les démarches pour pouvoir être de nouveau labellisés point information jeunesse par le CIDJ. Voilà, donc j'espère avoir apporté entière satisfaction à vos interrogations. Et je vous demande, si vous voulez bien, chers collègues, de voter à l'unanimité donc la relance de ce dispositif du BAFA citoyen. Merci, nous Monsieur la Larvedet. retrouvons bien Madame évidemment, Mestre. mais voilà, j'espère que vous réfléchirez à la proposition que je Madame ferai. Mestre. Juste en complément, vous avez pu voir une des lignes de la cité éducative sur ce BAFA citoyen qui correspond à votre inquiétude par rapport aux jeunes en insertion qui, eux, vont être accompagnés de façon plus spécifique et bien entendu, du coup, plus poussée financièrement aussi, puisque c'est un public différent. Donc ça a été pensé aussi, et c'est bien pour ça que ces jeunes sont présents dans ce cadre-là. Voilà. Merci. Monsieur le maire, On juste- passe au vote. Non, c'est fini là. La C'était discussion juste est pour savoir terminée. si c'est On le passe BAFA au citoyen vote. allait à Non, on droit. passe au vote. Qui est contre? Qui Sur l'île de Groix. s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Monsieur Perrotel aussi? Oui, d'accord. Merci. Votez à l'unanimité. Je remercie le Conseil. Délibération numéro 20, Monsieur Bellet. Oui, donc il s'agit d'une délibération qui vise à demander, à autoriser le maire à demander une subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour le dispositif des livres à soi. Donc c'est un dispositif qui est porté par le Salon du livre et de la presse jeunesse. Donc c'est un projet qui s'adresse aux parents dans les quartiers politiques de la ville et qui vise à accompagner les parents et les familles dans l'appréhension du livre en tant qu'outil pédagogique, outil de loisir, outil éducatif. Donc c'est un projet qui est porté tant par le réseau des médiathèques que par les 3 centres sociaux culturels. Donc c'est un projet quand même très intéressant et qui permet de travailler ensemble et de permettre aussi la formation des uns et des autres au sein de la ville et des services dans l'objectif d'avoir un parcours aussi pour les familles autour de la lecture. Et c'est l'une aussi des briques du futur contrat territoire lecture qui sera présenté à un prochain conseil municipal que nous présenterons avec Madame Barthélémy Ruiz. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des observations? Monsieur Perrotel. Oui, bien sûr, je voterai cette délibération. C'est vrai que ça peut être aussi un moyen pour pouvoir embaucher les futurs animateurs que M. Narbonnet va former avec ses équipes, puisque
il faut savoir qu'ils ne vont pas pouvoir partir à Groix puisque le bâtiment a été vendu à l'insu de son plein gré. Voilà, donc c'est vrai que ça va permettre à des jeunes de pouvoir participer et de faire leur activité d'animateur. Voilà. Monsieur Môme. Je vais avoir une courte intervention. Donc, je voterai pour Parlez bien dans le micro, monsieur Môme. Je voterai, monsieur le maire, je voterai cette délibération parce que je me réjouis que cette subvention soit demandée, car il me semble tout à fait raisonnable et intéressant, enfin, de permettre la transmission de la culture et des savoirs. C'est une bonne chose. Je dirais que j'ai juste un regret, c'est que dans cette assemblée, on ne parle pas beaucoup de culture. Hein, il y a peu de délibérations qui sont données sur la culture et je m'en désole. Et puis j'ai juste une petite question. Je vois que M. Bailey a présenté cette délibération et je voudrais savoir si maintenant il a la délégation des médiathèques. C'est tout. C'est quoi? Ben, je vous le confirme, monsieur Môme. Sur la délégation, effectivement, M. Bellet est en train de prendre, on est en train de passer un relais et M. Bellet prend la délégation aux médiathèques. C'est en cours. Ça pose un problème? Ah bon, d'accord. On a des nouveautés, on a une nouvelle maire adjointe en charge des finances. Non, c'est bien. C'est juste de l'information. Hein. C'est bon? Il n'y a pas d'autres interventions, non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité. Merci. Délibération suivante, Madame Choquet, la 22. Bonsoir. Il s'agit de la signature de convention pluriannuelle d'objectifs 2022-2025 avec l'Avant-Seine et le Racing Club de France Football 92. La réglementation prévoit la signature de conventions pluriannuelles d'objectifs avec les associations qui perçoivent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 €. La plupart de ces conventions ont été renouvelées lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2021, sauf celle de l'Avant-Seine et du Racing Club de France Football 92, partenaires incontournables de la ville, respectivement dans les domaines culturels et sportifs. En effet, un délai supplémentaire était nécessaire pour l'aboutissement du travail de co-construction de ces nouvelles conventions entre la ville et les deux associations concernées. Par conséquent, les documents proposés courent jusqu'en décembre 2025 pour l'Avant-Seine, à l'instar de la majorité des autres associations conventionnées avec la ville, et jusqu'en mai 2023 pour le Racing Club 92. Il est proposé au conseil municipal d'accepter le renouvellement de ces deux conventions. Merci. Questions, observations? Personne. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité. Merci à vous. Toujours Madame Choquet. La 23. Il s'agit du versement d'une subvention complémentaire pour le Racing Club de France Football 92. Le Racing Club de France Football 92 est un acteur incontournable du tissu sportif de la commune. En effet, le club, utilisant l'historique stade Yves du Manoir, comptait 875 licenciés dans ses rangs en début de saison 2021-2022 et propose, au-delà de la pratique du football, différentes actions sociales impliquant ses joueurs. De plus, le club porte une attention particulière au développement du football féminin, obtention du label or pour la qualité de gestion de la section et à l'inclusion de tous les publics. Par ailleurs, le Racing Club 92 a également repensé son projet de formation des jeunes joueurs afin de recruter de nouveaux talents, ceci en vue de renforcer ses différentes équipes. Enfin, l'équipe Fagnon a validé sportivement sa montée en National 2 pour la saison prochaine. Toutefois, celle-ci doit s'accompagner d'un plan de gestion transmis au plus tard le 30 juin aux instances de tutelle du football français. C'est pourquoi la subvention provisionnée au budget primitif 2022 de la ville doit être intégralement versée à l'association avant cette date.
Il est proposé au conseil municipal de voter une subvention complémentaire de 47 500 €, soit un total de 70 000 € de subvention de fonctionnement pour le Racing Club 92 pour l'année 2022. Des observations, des questions? Monsieur Perrotel? Oui, j'ai fait une explication de vote à Madame Choquet et effectivement, sa démarche de pouvoir ajouter une subvention supplémentaire complémentaire de 47 500 €, eh bien, je valide, je trouve ça légitime puisque effectivement, le Racing Club de foot a aussi un objectif pédagogique, il a aussi un objectif éducatif, il a aussi un objectif sportif et de résultats sportifs. Et effectivement, l'équipe Fagnon mérite et l'organisation du Racing mérite. Parce que ce qui n'est pas souvent le cas, et vous le voyez bien, dans d'autres clubs où on touche des subventions de la ville et on n'a pas nécessairement une démarche de vouloir augmenter son niveau et on stagne. Et c'est vrai qu'on fait partie de ces villes à Colombes où on est en foot, par exemple, dans le plus bas classement de la ligue, des ligues, alors qu'on a les plus grosses subventions municipales. Donc là, effectivement, il y a un enjeu qui se génère entre la ville avec le Racing et sa dimension éducative, mais aussi sa dimension sportive, sa dimension de résultat. Donc je suis favorable et je voterai pour. Merci. Merci. Bon, j'allais dire une bêtise, je ne la dirai pas. Non, je ne la dirai pas. Je la dirai pas. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Tout le monde est pour. Unanimité. Merci pour le club. Dernière délibération, Madame Arnoux, la 24. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la ville et l'Agence nationale pour les chèques vacances portant sur les programmes seniors en vacances 2022. Pour l'année 2022, le service Interg propose à ses abonnés au cours du second semestre un circuit et un séjour randonnée de 7 à 8 jours chacun, ainsi qu'un mini-séjour de 3 jours. Afin de permettre aux abonnés dont les ressources sont insuffisantes de continuer à voyager et de rompre l'isolement et d'assurer la continuité des relations sociales entre eux, la ville souhaite poursuivre son partenariat avec l'Agence nationale pour les chèques vacances, débuté en 2015, dans le cadre du programme SEV. Ce programme permet aux personnes éligibles, sous conditions financières, de participer à des séjours sélectionnés par l'ANCV dans des conditions financières plus avantageuses. Pour le coût maximum des séjours pour les 8 jours, 7 nuits est de 410 € par personne avec une aide financière de 180 par personne éligible et de 5 jours pour les séjours de 5 jours, 4 nuits, 343 € maximum, coût maximum, et 150 € par personne éligible. Ces subventions peuvent être données également pour les personnes accompagnantes, y compris enfants handicapés ou parents handicapés. En fait, donc, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat avec l'ANCV pour le programme Seniors en vacances 2022. Je vous remercie. Un petit complément au rapport qui vient d'être lu par Claire Arnoux, c'est que on découvre, comme beaucoup d'autres villes, pas spécifiques à Colombes, qu'il y a un problème aujourd'hui avec les transporteurs, les cars, qui ont du mal à accompagner les collectivités, à honorer des contrats. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure dans le rapport budgétaire. Parce que il y a des problèmes de recrutement, il y a les problèmes du coût du carburant, voilà, et des entreprises qui sont en difficulté et qui ont une tendance à se défausser en ce moment, ce qui peut mettre en péril un certain nombre de sorties, celles-ci,
mais aussi des sorties d'école, mais aussi toutes sortes, les activités de cet été aussi, de sorties de bord de mer. Voilà. Donc on essaye de trouver des solutions, mais on se rend compte que beaucoup de villes sont aujourd'hui dans cette situation-là, et je voulais vous alerter aussi sur cet aspect. On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté à l'unanimité. Merci. Avant de passer aux décisions, vu l'ambiance tout à l'heure, on n'a pas pu le faire au début du Conseil. Je voudrais remercier quand même nos traducteurs en langue des signes. Ils sont 4. On n'en voit qu'un là tout de suite, mais s'ils peuvent s'approcher un petit peu pour qu'on les voit tous les 4. Je crois qu'ils le méritent parce que c'est pas toujours facile, c'est fatigant. Il en manque 2, 3, il en manque une. Elle est où? Bon, voilà, ils sont 4. Merci à vous en tout cas. Sur les décisions, est-ce que quelqu'un a des observations, des questions sur les décisions? Monsieur Don. Oui, monsieur le maire, par rapport à la mise à disposition à titre gracieux de la piscine pour la fête du club de natation, mis à part le fait que ça prêterait à sourire si le sujet n'était pas aussi grave, je reviens sur la fermeture du club. Vous annonciez dans le magazine municipal d'avril 2021 un budget de 200 000 € pour la mise en place d'un bassin provisoire. Puis vous annoncez en novembre 2021 l'abandon de ce bassin temporaire. Tout tombe à l'eau. Pourquoi n'avoir pas mené à bien l'alternative du bassin provisoire pourtant promise? Pourquoi ce qui était possible en avril ne l'était plus en novembre? Et où en sont vos recherches de créneaux disponibles dans les villes voisines, Bois-Colombes, Villeneuve, Courbevoie, Asnières, Nanterre, La Garenne, Argenteuil ou Besançon, pour assurer l'apprentissage ô combien important de la natation pour les écoliers de l'élémentaire à la 6e? Je vous remercie. Je veux bien répondre sur le bassin provisoire, mais il me semble qu'on a eu un échange, une discussion là-dessus sur les raisons de l'impossibilité technique de pose de ce bassin provisoire en conseil municipal. Enfin, je ne comprends pas là pourquoi on revient dessus. Donc, enfin, je vous invite à revisionner la séance du conseil municipal où toutes les explications ont été données sur ce sujet-là, mais on ne va pas revenir dessus. Désolé, ça m'a échappé. Ah oui, oui, ça doit être ça, ouais. Et puis pour compléter mais sur la décision en tant que telle, vous avez une question ou... Non? Bon. Ben écoutez, on va passer à la question au vœu. Et les créneaux, vous avez trouvé des créneaux? Il y a un dossier... Non, mais il y a un dossier pareil dans le magazine municipal, l'avant-dernier numéro, qui donne toutes les informations là-dessus. Donc je vous invite peut-être à lire le magazine municipal. 9 classes. Ah, pour les scolaires? Bah oui, c'est avec Bois-Colombes qu'on a discuté pour obtenir les créneaux. C'est la seule piscine qui a accepté parce que les créneaux sont tendus partout. À Besançon, par exemple, Besançon n'a plus de piscine pareille. Et c'est la seule commune qui nous a fait un retour pour envisager un partenariat pour les scolaires. Mais... Merci Madame Sceaux. Nous avons donc un vœu que Madame Arnoux va présenter. Il s'agit d'un vœu de l'intégralité de la majorité municipale. Le 24 avril 2022, à 18h, le service des urgences de l'hôpital Louis Mourier a entamé une grève qui, au moment du dépôt de ce vœu, est toujours en cours. Cette mobilisation est principalement le résultat de plusieurs constats. Tout d'abord, ce mouvement social se fonde sur l'absence de conditions de travail décentes pour les personnels des services des urgences de l'hôpital, qui se traduit notamment par un délai de paiement des heures supplémentaires de plus de 2 mois, une insuffisance de la prise en compte du caractère pénible des métiers et des risques associés, un manque d'anticipation dans la gestion des plannings ou encore tout simplement des salaires insuffisants dont le Ségur de la santé n'a pas pris la pleine mesure.
La non prise en compte par une reconnaissance salariale de la pénibilité et de l'indispensabilité des agents dans un service vital pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Enfin, cette grève alerte et dénonce l'incapacité pour les personnels des urgences de l'hôpital d'assurer un service de soins d'urgence minimum. D'abord, par des manques de personnel chroniques, des brancardiers aux médecins, des aides-soignants aux infirmiers. Ensuite, par une pénurie de matériel alarmante, des fauteuils roulants aux scanners. Lors de la crise du Covid et du confinement, nombre d'entre nous ont applaudi les soignants, ces personnels en première ligne. Leur indispensabilité, ainsi que l'énorme bénéfice collectif d'un service public de santé, ont été plus que démontrés. Pourtant, depuis des années, ces mêmes soignants nous alertent sur le manque chronique de moyens, le rythme infernal et les conditions de travail dégradées auxquelles ils sont soumis. Exemple révélateur, en 2019 déjà, plus de la moitié des urgences hospitalières publiques dénonçaient par une grève de plusieurs mois l'abandon de celles et ceux qui, par leur engagement, œuvrent au quotidien pour protéger les plus affaiblis, les plus vulnérables ou les plus menacés d'entre nous, dans leur intégrité comme dans leur dignité. Le fameux monde d'après ne peut être celui de la financiarisation de l'hôpital. Nous croyons, au contraire, à la nécessité de préserver ce bien commun au service de l'intérêt général. Par ce vœu, donc, le Conseil municipal réaffirme son plein soutien aux revendications que portent aujourd'hui les personnels en grève. Notre attachement au service public, particulièrement celui de la santé, nous mobilise et doit être une priorité nationale. Il en va de la sécurité médicale de nos concitoyens, dont l'accès aux soins doit être garanti sans barrière économique, mais aussi de la juste reconnaissance de celles et ceux qui la garantissent au quotidien. Merci. Quelqu'un veut prendre la parole? Madame Habitat, Monsieur Perrotel. 3 personnes. Cuniceli. Allez-y, Madame Habitat. Oui, merci. Je vais voter ce vœu ce soir avec vous parce que la situation dramatique de l'hôpital est une préoccupation majeure pour nous tous. Je voudrais quand même rappeler que la situation de l'hôpital et sa dégradation ne datent pas d'aujourd'hui, mais d'une bonne quinzaine d'années. Je rappelle également que le Ségur a apporté un certain nombre de solutions avec la fin du numerus clausus, une revalorisation salariale indispensable. Mais j'en conviens, il reste encore néanmoins absolument nécessaire aujourd'hui de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital, et en particulier des urgences, et également d'organiser la coordination et la complémentarité entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Je soutiens donc effectivement les demandes de nos soignants, mais je fais confiance au gouvernement pour continuer à travailler sur ce sujet fondamental, comme il l'a annoncé, et à trouver des solutions pérennes pour l'hôpital. Merci. Merci. Monsieur Perrotel. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, Madame Taton et moi-même allons voter ce vœu, puisque c'est un vœu cohérent, c'est un vœu important pour la nation. Notre système de santé est au bord de l'implosion avec des fermetures ponctuelles de services des urgences dans toute la France, faute de personnel soignant, d'épuisement de ceux qui sont sur le terrain, de démissions ainsi que des fermetures de lits. La politique menée depuis des années, axée sur une logique comptable, a créé des inégalités territoriales de santé ainsi que des inégalités de soins. Cette disparité met à mal notre idéal républicain d'égalité qui devait gouverner notre système de santé. Nous devons remettre de la proximité et de l'humanité, combattre les déserts médicaux, rendre l'hôpital attractif en revalorisant humainement et financièrement le personnel soignant. Il faut revoir l'organisation du système de santé afin de traiter ces inégalités territoriales. Je vous remercie. Merci, Monsieur Perrotel. Monsieur Gulicelli.
Monsieur le maire, chers collègues, me concernant, j'aurai une position un petit peu différente. Je suis assez sensible effectivement à l'ensemble des problèmes rencontrés par les services d'urgence en France, y compris à l'hôpital Louis-Mourier. Et ce vœu nous appelle à soutenir un mouvement de grève. Je ne suis pas sûr que la grève soit le meilleur moyen de faire progresser ces sujets. Donc je m'abstiendrai. Monsieur le maire, je tiens à rappeler à Monsieur Gudicelli que les médecins sont en grève actifs à la japonaise. Ils sont en grève, mais ils sont là pour assurer les soins. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec votre démarche. Monsieur Gudicelli, j'entends votre critique du droit de grève. Ceci dit, c'est un droit social, c'est un droit constitutionnel même. Et je pense que le remettre en cause comme ça, c'est bon, je trouve que c'est un peu gênant, quoi. Voilà. Mais c'est bon. Monsieur le maire, C'est mon avis, je le partage. On va passer au vote, Monsieur Pic. Oui, Monsieur le maire, simplement, on est, comment dirais-je, excusez-moi, j'ai perdu un peu l'idée, je commence un peu fatigué. Mais... Parlez bien dans le micro. Donc, excusez-moi, j'ai perdu l'idée. Vas-y. Monsieur Bossier. Alors, si je peux me permettre une précision, les personnels, et non seulement médecins, mais l'ensemble des personnels des urgences de l'hôpital Louis-Mourier ne font pas grève à la japonaise. Ils font simplement grève avec l'obligation qui est la leur d'assurer le service public. Aujourd'hui, c'est quand même paradoxal que l'on se retrouve avec un tournoi de Roland-Garros. Alors, pourquoi je parle du tournoi de Roland-Garros? Je vous invite simplement à cette réflexion. Aujourd'hui, il y a des urgences au sein du stade de Roland-Garros. Dans ces urgences, il y a 9 chirurgiens, 8 urgentistes, 9 échographes, 2 radiologues, 31 kinés et 20 infirmières. À 800 mètres se trouvent les urgences d'Ambroise Paré, qui, pour fonctionner, ont 2 urgentistes, 2 internes, 1 radiologue et 7 infirmières. Le fond de la question, c'est qu'est-ce que nous voulons comme société? Une société dichotomique dans laquelle on a les excès ou une société qui prend le soin du plus grand nombre? Monsieur Giudicelli, visiblement, il semble qu'à partir du moment où on revendique le bien-être pour tous, cela vous pose problème, je le regrette, mais sachez qu'un certain nombre d'avancées sociales en France ont été obtenues par la grève et dans l'héritage qui est le mien, je soutiens les grèves. Madame Arnaud. Pardon, je voudrais juste ajouter une petite chose. En fait, ça fait des années que le service de maternité de Louis-Mourier est en grève. Et tous les enfants naissent à Louis-Mourier, ils sont bien traités. C'est la maternité qui a la meilleure réputation de presque tout, enfin on va dire tout le 92. Hein, et voilà. Donc je pense que le fait d'être en grève et de travailler, de faire le travail pour lequel on a choisi d'être là, en fait, c'est quand même à applaudir, même en grève. Merci. On va passer au vote du vœu, qui est... Non, c'est bon, là, on vote parce que... Une explication de vote, s'il vous plaît bien, monsieur le maire. Simplement, bon... non, ça y est, là, on va voter. On va voter, monsieur Pic. Monsieur le maire, c'est une explication de vote, s'il vous plaît. Merci.
Donc, contrairement à ce que vous avez l'air de comprendre, on n'est pas contre le droit de grève. Simplement, ce qui nous gêne, c'est dans la rédaction, on a l'impression de voter un vœu pour la grève, alors que le vœu, il s'apparente plutôt à donner des moyens à des gens pour travailler dans des conditions normales. On va passer au vote, s'il vous plaît. Qui est contre ce vœu? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Merci. Il est adopté à une large majorité. Merci d'avoir tenu un conseil en 4 heures. C'est formidable. Il n'est pas minuit. Et le prochain conseil se tiendra le 30 juin. Merci. Bonne soirée.